Bonjour Monsieur Alexandre, comment vas-tu? La forme et toi? Ça va, je vais bien. Donc aujourd'hui j'ai invité spécial, invité spécial que je connais depuis pas mal d'années maintenant, hein. Je pense que la petite particularité c'est que du coup on a commencé nos premières années d'entraînement ensemble, enfin nos premières années. En tout cas moi c'était plus ou moins mes premières années. On a fait quelques années d'entraînement ensemble, on va dire ça comme ça plutôt. Et du coup tu es aussi coach en calisthénie. Donc je vais te laisser te présenter d'abord brièvement. Et puis, comme je t'ai dit en off, j'ai pas vraiment de structure aujourd'hui. J'avais plus envie d'avoir une belle discussion avec toi parce qu'au final, on a des activités qui sont très similaires. Je pense aussi des projets qui sont très similaires. Donc, écoute, présente-toi. On va commencer par là. Ça marche, ça marche. Bah, tout d'abord, merci de m'inviter ici. Je pense que tu me rends un peu le tour, hein, parce que je t'avais invité 2 fois sur le Calisthenics Science Podcast, ou une fois ou deux en tout cas, avec Morgan. Je suis notamment un hôte du Calisthenics Science Podcast, même si c'est pas un podcast très actif. Si vous connaissez ça, parce que si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous êtes amateur, et donc que vous nous connaissez. En dehors de ça, je suis aussi connu sous le nom de 012 Workout sur les réseaux, Alexandre 012 Workout. Donc comment est-ce que je pourrais me présenter? Donc ça fait à plus de 10 ans que je pratique la calisthénie, je pense 12-13 ans à peu près. Effectivement, on a parcouru, on a eu un beau parcours en commun avec Martin et à peu près à nos débuts quand même. Euh, je suis coach sportif en calisthénie street lifting, un peu professeur d'éducation physique aussi sur le côté, on va dire, mais l'activité principale tend à se développer vers le coaching et je fais en sorte d'être là-dedans. Je suis pratiquant aussi, donc coach et pratiquant, je trouve que c'est important en calisthénie et street lifting, donc j'ai des objectifs dans ces deux branches. Voilà pour un petit peu ma description, petit créateur de contenu, etc. Beaucoup d'activités similaires à Martin. Pour que ce soit en termes de pratique et de passion à l'entraînement et que ce soit en termes d'activité professionnelle. Ok, bon bah c'est cool. Merci de la présentation. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut aller dans mille directions avec toi. Donc, moi, je voudrais juste que tu spécifies un petit peu plus quand tu parles de tes pratiques, du coup, pour expliquer, imagine, voilà, des gens qui débarquent et qui te connaissent pas du tout. Tu te décris en tant que pratiquant de quoi exactement? Parce que j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup de choses. Bah, j'essaie d'être fort. euh, non, ouais, si quelqu'un me connaît pas, ça dépend, il va m'interroger sur quoi. S'il m'interroge sur mes entraînements, je vais mettre avant tout le fait que je fais de la calisthénie, de la musculation au poids du corps, quoi, quand tu veux vulgariser ça. Et à la fois, je m'entraîne aussi, je la combine avec le street lifting, qui est vraiment les 4 mouvements de compétition, qui sont le muscle up, la traction, le dips et le squat. Et c'est quand même spécifique, même si c'est aussi des mouvements qui font partie de la calisthénie aussi. Et donc c'est pour ça que c'est assez vague. Et même la calisthénie, c'est assez vague aussi. Le street workout, voilà, c'est toutes les nominations. Mais mon objectif vraiment, si je vais résumer, c'est réussir des mouvements compliqués de force, des figures de force. Donc on pense vraiment à tout ce qui est planche, front lever, handstand push-up, traction en bras, euh, même d'autres exercices, et d'être assez bon, on va dire, en street lifting sur le muscle up, la traction, le dips et le squat. Donc voilà. Euh, pour quelqu'un qui connaît pas, ça peut simplement dire ouais, je fais de la musculation, des trucs comme ça, mais Et est-ce que tu as commencé par une phase de musculation pure avant de faire de la calisthénie, toi? Je pense que tu peux peut-être nous partager ton parcours à partir du moment où tu as commencé à faire du renforcement. Entre-temps, je pense que ça pourrait être cool que tu t'expliques un peu de ton point de vue notre rencontre, qui était du coup maintenant ça va faire 10 ans, je pense, hein. ouais, je Peut-être pense. 9 ans. Ouais, je crois que ça doit être dans ces eaux-là. Première année d'études. Bah, je te laisse expliquer tout ça. Ça marche. Et c'est vrai que pour résumer un peu, encore par rapport à la question d'avant, moi, si je devais donner un truc, c'est je veux tout, quoi. Je veux être fort, quoi, mais dans beaucoup d'aspects au poids du corps. Mais vraiment principalement dans l'aspect force. Parce que pour moi, maîtriser son poids de corps,
c'est être fort, et soulever lourd, c'est être fort, quoi. Et j'adore vraiment cette combinaison. Et, euh, et l'aspect quali aussi, le fait que ce soit beau et bien maîtrisé, c'est important aussi, même si je sais que j'ai beaucoup de lacunes à faire les mouvements propres, mais je me force à le faire et j'essaye. Donc c'est un peu voilà. Après, il y a toujours le compromis à trouver pour aussi être performant. Bref. Donc maintenant, si je vais résumer mon parcours, moi j'ai commencé la musculation pas en faisant de la muscu, pas la calisthénie, pas en faisant de la muscu. Ce que je regrette parce que je pense que ça aurait pu me permettre d'avoir un meilleur potentiel. Donc moi, je crois que j'étais en technique sport à l'école et tout. On avait directement accès à une salle de gymnastique. À l'époque, je m'intéressais déjà au sport, hein. Je voulais déjà être en mode machine et tout, mais je faisais un peu de tout, plus du rugby, des sports collectifs. Euh, et, euh, et à l'internat, on avait directement accès à une salle de gymnastique. On avait des cours de gymnastique sportive à l'école. Et les premiers cours, bah, c'était de réussir à faire quelques tractions. Enfin, c'était un petit test de traction. Et donc, voilà, je pense que la première fois que je me suis testé, j'en avais eu 10, mais pas très clean, je crois. Et il y avait plein de mecs qui en ont tapé déjà 15. Ils avaient tous, on avait quoi? On avait 15-16 ans à ce moment-là. Et je voyais déjà qu'il y avait plein de gars qui étaient bien chauds, quoi. Et j'avais déjà envie de les surpasser. Et avant ça, ben, j'avais déjà commencé un peu de renforcement. Je faisais déjà quelques pompes dans ma chambre et tout. Et il y avait des potes qui me battaient au bras de fer, par exemple. Et ça me rendait, ça me motivait tellement à ne plus être faible. Ça, je pense que c'est pas la meilleure motivation profonde à avoir, motivation intrinsèque. Donc c'est toujours parfois mieux d'avoir des motivations plus attirées vers l'approche, vers la performance que vers l'évitement, on va dire. Et ça, c'est un peu la théorie de la motivation. Mais moi, je sais que c'était vraiment un gros driver pour moi quand je perdais au bras de fer. Je crois que j'avais même perdu contre des filles quand j'étais plus jeune. Ben, genre, ça me donnait tellement de motivation à m'entraîner que dès que j'étais jeune, je faisais beaucoup de pompes et tout. Puis je suis arrivé dans cette école de sport, à la test max traction, et j'ai vu qu'il y avait encore plein de gens qui étaient chauds. Et bah, ça m'a motivé à m'entraîner bien, même si j'étais très nul dans la gymnastique. Bah, j'avais une bonne force de base, mais je maîtrise difficilement mon corps dans l'espace. Je suis pas quelqu'un qui est très doué dans l'apprentissage moteur, j'ai envie de dire. Un peu gauche, je dirais. Mais j'étais tellement acharné, quoi. Donc directement, on avait accès, en free accès à la salle de gymnastique. Et, euh, et puis, je crois que à la même période, bah, je suis tombé sur les vidéos quelques mois après, à mon avis, des, euh, de Vitaly Goumeni. J'étais retombé sur une de ses vidéos YouTube il y a pas longtemps. Elle s'appelait Motivation. C'était un Russe qui tapait des pompes en planche, des front lever. Puis il y avait eu Hannibal et tout. Et donc, je suis tombé directement amoureux, quoi. Ça fait vraiment clic. Dans ma tête, c'était je veux faire ça. Et, euh, et voilà. Puis il y avait déjà un tout petit peu de contenu sur YouTube. Et j'avais accès à la salle de gymnastique, une salle de musculation. C'était en internat, on va dire. Et donc je m'entraînais déjà comme un bourrin, mais je faisais un peu n'importe quoi, hein. Je faisais à l'époque, je voulais être bon partout aussi. On devait être bon aussi en athlétisme, en natation. On devait faire plein de sports. Donc ma routine c'était un peu n'importe quoi. Je faisais calisthénie. On avait une salle de musculation aussi. Et donc je tapais souvent un entraînement qui ressemblait à rien. Au poids du corps à la salle des grosses routines. Un peu, je crois qu'on avait aussi l'application MadBars à l'époque. À mon avis, je suivais déjà un peu ce Je me truc-là. rappelle de ça. Il y avait moi, je prenais des screens sur Internet, des routines en cercle là. Ils te disaient, bon, tu fais 15 deep bars, 20 Australian pull-up, tu devais suivre le tour. Je sais pas si c'est de cela dont tu parles, mais Ouais, c'est ça, c'est ça. hmm. Bah, je pense qu'avant ça, je crois que je regardais un peu des tutos, mais je crois que j'ai dû taper une fois ou deux les routines là. Puis je pense qu'à l'époque, il y avait aussi la routine du champion du monde de traction. Là, c'était 5-6 jours de traction avec un protocole comme ça. Et puis j'ai essayé de combiner ça avec une routine front lever, mais je crois que ma séance, je faisais des front lever, puis je faisais un max traction, puis je faisais des front lever, puis je faisais des handstands. À l'époque, je tenais un handstand. Je crois que je bossais mon handstand en bras pliés limite et en grosse banane et je faisais n'importe quoi. Et puis, je crois que j'allais faire de la muscu un peu en salle, mais je faisais encore beaucoup de traction au poids dans la salle de muscu. Et après, je crois que j'allais courir même. Je faisais un truc de zinzin, quoi. Et puis, j'allais nager. Et puis, le lendemain, on avait du sport à l'école. Et c'était n'importe Donc quoi. ça, c'était avant l'université du coup. Ouais, c'était avant l'université. Et je crois qu'en un an, j'ai quand même eu un très bon niveau, en fait. En un an, parce que après, je me rappelle, pendant les vacances, je m'entraînais déjà chez moi aussi. J'avais une petite barre de traction dans mon jardin. J'avais une paire d'anneaux dans la grange, là où je suis ici, sur les anciennes poutres. Et je pense qu'en un an, j'avais déjà eu
un front lever un peu dégueulasse. J'avais déjà presque une traction à bras en partant du sol. En fait, j'avais presque fait tous mes newbie gains parce que je me suis tellement entraîné fort, mais pas bien, que j'avais déjà un niveau plus ou moins correct. Et puis à l'époque, le street workout se lançait vraiment en Belgique. Il y avait les premières compétitions défi des gladiateurs. Il y avait Philippe Scofield qui s'était lancé dedans. Donc je l'avais Ah rejoint. ouais. J'avais déjà, on s'était déjà, euh, on a déjà eu des contacts quoi. Et tout le sport émergeait et c'était assez ouf. Et je crois que j'ai gardé cette approche-là quasiment jusqu'à ce qu'on se rende compte, je pense. À l'époque, j'avais déjà mis une petite vidéo YouTube. Je crois que j'avais appelé ça Workout Beginner après un an. Mec, tu sais que pendant que tu parlais, pendant que tu expliquais ça, l'idée elle m'est venue en tête. Je me suis dit, putain, j'aurais tellement dû préparer c'est une présentation où je jouais ta vidéo YouTube parce que j'en ai une en tête où tu lances des clips, tu fais même un front sur un gros poteau dehors. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. Je me suis dit, putain, j'aurais dû la préparer et la lancer pour montrer un peu parce que ça, du coup, ça doit faire 13 ans que tu avais publié ça. Ouais, ouais, si on regarde sur ma chaîne, je crois que on la voit je crois que c'est ma première année de street workout. Je crois que je l'avais appelé ça Workout Beginner et j'avais déjà ce côté, je crois, artistique, quoi. Parce que à l'époque, je crois que je faisais des vidéos Call of Duty aussi. Tu vois, Ah on faisait ouais? des trick shots et tout, tu vois. Et, et je kiffais trop, me montrer un peu ce que je savais faire, quoi. Et alors, j'ai transféré, le fait de faire des vidéos Call of, euh, à, au street, quoi. Donc, même si j'avais un petit niveau, quoi, moi, j'étais content de le faire, quoi. Je crois que c'est comme ça que c'est venu 02 Workout. J'avais mis Workout Beginner. À l'époque, on appelait ça plus Street Workout et quoi. Et tout. Et donc, ma date de naissance, c'était le 12 décembre. Et du coup, j'ai mis 012 Workout. C'était tombé comme ça. Et du coup, c'est les débuts, quoi. Et Ça a du été coup, vite. pour toi, t'as choisi éducation physique, donc c'est l'équivalent de STAPS en France. Toi, t'as pas du tout hésité, tu savais que t'allais faire ça à Louvain-la-Neuve, du coup. Non, à la base, je voulais pas faire ça. À la base, vu que j'étais un peu dans l'entraînement, je pense que le street, enfin, je voulais faire des mouvements, mais je faisais tout, tu vois. Je voulais être endurant aussi. Et j'avais l'idée d'aller chez les paracommandos, en fait. Hmm. Et donc, je m'entraînais beaucoup en endurance pour réussir les tests et tout. Et, euh, et j'avais fait, à la base, enfin, quand j'étais, c'était un an ou deux après, j'ai fait les tests pour aller à l'armée et j'ai pas été pris, quoi. J'avais réussi les tests physiques et tout. Et les tests psychologiques ont pas passé, quoi. Et je voulais aussi être sous-officier, qui était un peu au-dessus de volontaire. Donc, j'avais pas été pris. Et en même temps, j'hésitais quand même à aller dans le sport parce que je sentais que je kiffais ça. J'avais même fait mon TFE sur le street workout. Et je présentais ça, les gens connaissaient pas et tout. J'avais retracé toute l'histoire. Ok, c'est quel team qui a développé ça, le sport, il a évolué dans quel pays, etc. J'avais déjà fait mon travail de recherche à ce moment-là, quoi. Donc TFE, pour juste ceux qui connaissent pas, c'est le travail de fin d'études quand on a 17, 18 ans, quoi, c'est ça. Ouais, ouais. Et vu je pense qu'il y a plein d'écoles où ça serait pas passé, mais vu qu'on était dans une école sportive, Hmm. bah c'est passé quoi. Et donc j'ai pas trop eu de problème à le faire, c'était chouette. Et du coup je m'étais vraiment imprégné de toute la culture sportive, on va dire, c'était cool. Je crois que j'avais même fait des interviews, c'était marrant. Et euh, et puis voilà, et je crois que pendant ces années-là, j'ai progressé quand même un peu au niveau des gains novices. Et puis on s'est retrouvé l'année d'après à Louvain-la-Neuve, je pense. Et c'était un peu les mêmes conditions. Je pense qu'on avait aussi accès à une salle de gymnastique, on avait aussi accès à un peu de muscu. J'étais aussi encore en éducation physique, donc on devait encore un peu tout faire. Mais on était quand même vraiment focus street, mais on faisait tout. Et on faisait aussi beaucoup la brinque, je pense, au début à l'université. Donc on sortait un petit peu trop. Donc niveau hygiène de vie, pas top du tout. Je pense que c'est ça parfois qui a expliqué un peu la progression, enfin, peut-être rapide d'un coup et puis un peu plus lente, qu'on n'a pas eu vraiment de manière linéaire et qu'on n'a pas éclaté comme ça. Et puis aussi qu'on s'entraînait comme des culs pendant des années, quoi. Il n'y avait pas encore toutes les infos qu'on a maintenant, donc on a pu tester plein de programmes différents, changer d'objectif trop souvent. Comme je disais au début, ben, on voulait tout faire, alors ça partait dans les objectifs qu'on avait, ça partait vite en vrille, quoi. Tu te rappelles un peu, toi, du moment, justement, je t'avoue que moi, je sais plus du tout, par exemple, le jour où on s'est rencontrés. Moi, j'ai juste souvenir des quelques vidéos qui restent sur mon ordi où, du coup, on est à la salle de gym, on lance
déjà il y a, ouais, je pense que c'était en 2015, on lançait plein de planches. Je pense qu'on faisait que ça. On lançait des planches. Tu te rappelles un peu, toi, de comment on s'est rencontrés, le type d'entraînement qu'on faisait, etc. Je me rappelle plus exactement le moment de la rencontre. Je pense que je me rappelle que tu avais ton t-shirt Bragg Brothers. Je crois que Mm. j'avais donné des conseils à Pierre, Pierre Calteux, Pierre Forever Young sur les réseaux, sur son drapeau une fois. Et je crois que j'avais déjà donné un peu des tips. Et puis ça l'avait aidé et tout. Il était méga chaud au drapeau après. Et puis je crois que il te connaissait ou alors t'étais venu avec ton t-shirt Bragg Brothers. Tu lui as dit ok. Et puis on a commencé à s'entraîner en planche. Et c'est clair que nos entraînements, je crois qu'on suivait déjà des routines 5-6 jours planche par semaine. On faisait des grosses planches pike parce on n'a pas passé on est passé de la tuck qu'on ne maîtrisait même pas encore très bien à la pike straddle et on tryhardait la pike straddle avec parfois des petits progrès, mais à chaque fois on se retrouvait coincé. Et ouais, notre routine, je crois que ça. On faisait 1 heure et demie de planche avec toutes les progressions inimaginables et, euh, et puis bof, ça progressait un petit peu, puis pas trop quoi. Et est-ce que tu te rappelles du coup à ce moment-là, toi, les mecs qui t'inspiraient sur YouTube à l'époque de du coup notre première année à l'UNIF ensemble? Ah, les mecs qui m'inspiraient. Enfin, tes références à toi, parce que du coup maintenant, bon, moi j'ai l'impression que je suis un peu perdu par rapport à tous les mecs maintenant qu'il y a dans le game, YouTube, du street, de la calisthénie. Pour te donner un exemple, moi tu vois, c'était, enfin moi j'ai Tom Merrick, Fitness FAQs, il y avait un peu Chris Heria, mais j'aimais moins parce que même si c'est bien ce qu'il partageait, c'était quand même le côté business qui était mis en avant. Mais ouais, beaucoup Fitness FAQs. Qu'est-ce qu'il y avait encore que j'aimais beaucoup? Gabo, moi je me rappelle, c'était aussi un que j'aimais bien. Toi, est-ce que tu avais une ou plusieurs références à cette époque-là? Ouais, Tom Merrick, Fitness Effective, Daniel Vadnal et je me demande s'ils sont pas arrivés un petit peu après. Enfin, Daniel plus tôt. Tom Merrick, je crois qu'il est arrivé un peu après. Bah, Tom, justement, il avait aussi, il tryhardait aussi Call of Duty à l'époque. Il avait partagé un moment. Il venait de là. Bref. Et Tout le monde, j'ai l'impression, parce que moi, j'avais les toutes premières vidéos que j'avais aussi sur YouTube, c'était des trick shots justement sur MW2. Pareil, j'avais une team sur Call of. Je pense aussi à Elio, je sais plus son nom de famille là, c'est un Mexicain ou un Espagnol, Elvila ah ouais, Munoz, un ouais, truc comme ouais. ça. Lui aussi, il avait une chaîne de Call of avant, mais je savais pas que Tom Merrick, il avait aussi un truc de Call of. Ouais, ouais, il l'avait partagé. Et il faisait aussi des beaux edits. Une fois, il avait partagé dans un de ses blogs. Je me rappelle. Bah, quand il commençait. Et sinon, en autre inspiration, moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui m'inspiraient, je pense. Et il y avait surtout Little Beastem, qui commençait à me mettre aussi des entraînements intelligents et qui collaborait un peu avec Daniel Vadnal aussi à l'époque, avec Fitness FAQs. Eux, c'est vraiment ceux qui ont apporté un peu plus de structure. Et Little Beastem commençait déjà un peu à mixer la calisthénie et les charges. Et, donc je m'amusais déjà aussi à faire parfois des routines comme ça, lesté assez tôt, je pense que je commençais quand même. Et mais c'était pas de manière très structurée. Parfois, je changeais de période, etc. Et de nouveau, c'était un peu anarchique. Et puis, je m'intéressais déjà un peu au milieu, à la musculation dans le domaine francophone, quoi, les petits podcasts. Et donc, j'écoutais beaucoup Rudy Koya aussi. J'aimais bien parce que c'est comme ça que je commençais à prendre de notes de mes entraînements, à combiner calisthénie et un peu poids à ce moment-là, quoi. Et tu sais que je me Mais je crois que rappelle que je me rappelle, c'est toi qui m'as initié un peu au lesté, parce que moi, je me rappelle que mes 2, 3 premières années d'entraînement, quand on s'est rencontrés, moi, ça faisait 1 an que j'en faisais. Et moi, j'étais en mode vraiment street workout, c'est du poids de corps. Je refusais du coup d'utiliser des poids. Et c'est toi qui me disais, putain, mais tu devrais. Et c'est toi, je me rappelle, qui m'avait vraiment ouais, initié aux tractions lestées, aux dips lestés, à la petite salle de muscu qu'on avait au Bloquerie là. Donc ça, je me rappelle, c'est un peu toi qui m'as fait ce shift au niveau de la mentalité. ouais, ouais. Ouais, je crois que je pense que c'était venu naturellement quand je voulais essayer de structurer un peu plus les trucs et appliquer la surcharge progressive. Parce qu'à l'époque, je suivais aussi, j'adorais le set and reps aussi. Je faisais un peu
un peu toutes les petites routines aussi, bah, encore un peu sous le format Math Bars, la routine d'un gars, d'un tel, etc. Plus les skills, et après je suis tombé un peu sur la musculation, le lest. Mais la musculation pure, en fait, j'y suis jamais réellement passé, quoi. Chaque fois que j'allais en salle de muscu, je faisais plus du street lifting, mais jamais trop de muscu, ou alors c'était rare que je fasse que je fasse de la musculation vraiment structurée. Et ça, je crois qu'il a fallu des années. Et je pense que si j'avais, moi ou n'importe qui, si on avait passé plus par la case de musculation un peu structurée, on aurait pu augmenter davantage le potentiel qu'en passant par la case lestée plutôt trop vite, quoi. Et trop spécifique, quoi. C'était faire des routines planches trop Mhm. spécifiques avec Ouais, ouais. du lest comme ça sans faire de curl, par exemple, sans faire d'autres exercices, ça manquait un peu de sens, quoi. Mhm. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que, ap- je pense pendant peut-être 2-3 ans après, j'ai fait du lesté. J'ai fait un peu de renfo et directement, du coup, les gains à partir de ce moment-là ont vraiment, je dirais pas explosé parce que j'ai jamais vraiment eu un énorme niveau en street ou en planche par exemple, mais c'est là où du coup j'ai vu que tout le taf technique qu'on avait quand même pu faire, parce que du coup on avait quand même créé des adaptations sur les tuck planches à force d'en faire des milliers, évidemment t'es bon à ça. Et j'ai l'impression que dès que j'ai commencé à prendre en patate, en force, ça m'a vraiment aidé du coup à bien progresser quoi. Après, le problème qu'on en a fait des milliers, c'est enfin, peut-être que les tiennes étaient mieux, mais je crois que en tout cas, les miennes, je sais qu'elles étaient pas bien du tout, tu vois. Et donc, on a fait des milliers de tuck planches, mais pas avec une bonne technique. Et si on avait eu directement la bonne technique, wow, je pense qu'on aurait sauvé, on aurait gagné vraiment tellement de temps, quoi. Et est-ce que à ce moment-là, toi, ça t'est venu à l'idée de te faire coacher? Parce que moi, je t'avoue que au moment où on était là, moi, j'étais passionné de calisthénie. Je pense que si un mec qui m'avait trouvé, qui me dit, écoute, pour X par mois, si c'était quelque chose que je pouvais faire, je pense que même j'aurais travaillé en plus pour me payer ça. Mais c'est juste que j'ai l'impression que il n'y avait pas encore ce système de coaching en ligne, ou alors très peu. Est-ce que toi, tu penses à quelqu'un, ou déjà à ce moment-là, tu pensais par exemple à te faire coacher? Ouais, quand même assez tôt. Parce qu'il y avait déjà un peu le contenu de tout le monde. Je voyais que, enfin, je sais pas si c'était la première année, hein, à mon avis, c'est peut-être parce qu'il y a quand même, on a quand même pratiqué longtemps, mais il y a peut-être la troisième ou quatrième. Là, clairement, parce que je suivais Little Beastem et je voyais qu'il proposait du coaching en ligne. Je pense je lui avais demandé ses services dans un mail. Et il m'avait répondu, et je m'étais dit, tiens, une fois que j'aurai une paye ou quoi, je vais passer le cap, quoi. Mais allez, je pense que c'était pas au tout début, hein, mais la réflexion là était venue après. Et, euh, et donc c'était en master 1, donc non, en bac 3, je crois que je travaillais déjà au fitness club du parc. Ouais, je pense que c'était en bac 3, donc en troisième année. Ben, j'avais déjà pu avoir la chance de travailler au fitness club du parc, donc c'était une petite salle de musculation, et le patron m'avait pris comme étudiant, et donc j'avais déjà un petit chiffre d'horaire. Et dès que j'ai eu ma première paye, ben, j'ai travaillé avec Little Beastem, quoi. Euh, et, euh, et donc, parce que je voyais vraiment qu'il proposait ça, je voyais qu'il faisait des suivis, il partageait ses résultats, et il avait une approche super hybride, quoi. C'était vraiment un peu l'IDO Portal, et et en même temps calisthenics skill, et mobilité aussi. Donc c'était split, il y avait du deadlift, il y avait vraiment de la force, un peu sur tous les plans, quoi. J'aimais bien sa manière de programmer, de structurer, quoi. Donc toi, tu l'as dit avant moi, c'était là-dessus que je voulais enchaîner, parce que pour moi, de mon point de vue en tout cas, au niveau de la chronologie, il y a bah, notre rencontre plus ou moins en première année à la salle de gym. Ensuite, on s'est entraîné un peu ensemble à la salle de gym et en salle de muscu. Et après, toi, du coup, tu as commencé à coacher dans cette salle. Du coup, tu étais étudiant, t'as dit. Et c'était ton premier taf en tant que coach dans une salle, quoi. C'est ça, ouais. Je pense à cet âge-là, c'était vraiment de la chance d'avoir pu faire ça. Après, ça se mettait bien dans le parcours qu'on avait. Et ouais, donc Et est-ce comment ça s'est passé du coup au niveau de, si on reste au niveau de ton taf, donc là, en troisième bachelier, tu as commencé à coacher en présentiel.
Quand est-ce que tu as commencé du coup à coacher en ligne, par exemple? Je pense que c'était... Bah, là, on avance déjà un peu dans les années, mais je pense que là, c'était des présentiels, mais c'était déjà des petits programmes qu'on faisait sur une application, etc. Et je crois que, à mon avis, en master 1 ou 2, donc 1 an ou 2 après, j'avais déjà cette idée de me lancer aussi. Donc c'était un peu avant les confinements, hein. Déjà, je crois que déjà 1 an ou 2 avant les confinements, j'avais déjà cette idée-là de faire du coaching en ligne. Puis je pense que nous, on en parlait aussi souvent. On avait déjà, je pense qu'on se projetait déjà un peu là-dedans. Et, euh, et je sais plus comment ça s'est passé. Enfin déjà en fait à la salle où je travaillais, c'était un peu des programmes remis en forme, etc. Mais on convertissait un peu, j'arrivais à convertir, on va dire, les gens à la calisthénie en leur donnant un peu des objectifs là-dessus. À la base, c'était remise en forme, on voyait qu'ils arrivaient à faire des tractions, et puis on disait, ah, bah, pourquoi pas réussir à faire des mouvements un peu plus difficiles. Et puis et puis j'ai réussi enfin, ouais, à leur transmettre ça. Et puis du coup, il y en a quelques-uns que je donnais vraiment des programmes un peu plus chargés qui pouvaient répliquer en dehors de la salle, et je voyais qu'ils progressaient bien là-dessus. J'avais déjà cette idée-là, et puis au début, je crois que j'avais coaché deux, trois amis aussi, Qui qui allaient au venaient à la parc de salle, street. non? Je me Qui rappelle, il y a des mecs que tu coachais qui venaient à la salle et c'est là où on commençait à avoir un tout petit groupe où on se retrouvait à 4-5 ensemble, c'était vraiment cool. Je sais pas si tu vois desquels est-ce que je veux parler. Ouais, mais ça, c'était déjà des personnes de la salle, je crois, c'était Ok. des gens de la salle. Mais je crois que j'allais aussi au parc du côté de chez moi, enfin, près de là où j'habitais chez mes parents. Et là, il y avait deux, trois potes aussi que je discutais souvent avec eux dans les parcs, en fait. Moi, j'aimais bien, vu que j'avais un peu toute cette expérience, j'avais fait plein d'erreurs, c'était déjà donné des petits conseils là-dedans. Puis, au fur et à mesure que les connaissances arrivaient, ben, c'est un peu comme ça que je me retrouvais tellement bien à aider les gens à progresser en calisthénie, quoi. Et donc, c'est comme ça que c'est vraiment venu l'idée de faire du coaching. Et je crois que j'avais pris déjà un pote du parc là en coaching. C'était Valentin. Puis il y avait un ami aussi crossfitter. À un moment, il m'avait demandé. Mais là, je me demande si c'était pas déjà en master 2. C'était vraiment sur la fin. Et, euh, et puis, je suis sorti des études. Et là, il m'a engagé en tant que coach, vraiment un CDI à la sortie. Et là, je crois que j'avais lancé le business, et c'était début 2020, ça. Ouais, moi, Ou alors 2019 ou 2020. la question que je voulais te poser, c'est du coup l'ouverture de ta chaîne YouTube. Je voudrais bien que tu nous parles un peu de ça. Est-ce que toi, du coup, tu as ouvert ta chaîne YouTube dans quel but? Est-ce que c'était dans un but déjà de publier du contenu pour avoir un peu de visibilité et ensuite faire du coaching? Ou alors tu as ouvert ta chaîne YouTube parce que tu aimais bien faire des vidéos, tu avais envie de partager ce que tu faisais? C'était quoi l'idée derrière tout ça? Puis quand est-ce que c'était du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est entre Master 1 et Master 2 du coup, si je me rappelle bien. Ah ouais, c'est ça. Euh, Bah, comme j'ai dit, j'avais posté ma vidéo Workout Beginner au début. Puis j'avais posté une fois où un passage où je passais à une compétition. Je crois qu'on peut les retrouver, hein, je les ai pas supprimés. Peut-être que je devrais parce que ça vole pas très haut. Après, j'avais partagé une vidéo ou deux de mes progressions. Et puis je crois que chaque année, je crois que j'avais parfois mis entraînement 2020 ou un entraînement 2019. Et à un moment, je me suis dit, tiens, là, je pense que l'idée était claire que je voulais faire du coaching en ligne. Et je m'étais dit, je vais vraiment faire une vidéo bien contenue sur la calisthénie. Et j'ai fait une vidéo, c'était la périodisation en calisthénie. Je crois que c'est vraiment ça, ou la périodisation en calisthenics, à l'époque, j'appelais ça comme ça. Et j'ai trop kiffé la faire. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai lancé YouTube, quoi. J'ai commencé ma première vidéo, la périodisation en calisthenics. J'ai trop aimé le process de me filmer, de raconter vraiment un truc. Et je trouve que pour l'époque, ce que j'ai avancé en termes de connaissances, ça envoyait tellement, c'était vraiment dingue, quoi. Et je pense qu'elle avait quand même plus ou moins bien marché. Enfin, même si le contenu, voilà, la forme et tout, il y a carrément mieux. Mais pour une première vidéo, je pense que souvent les gens ils sont pas très fiers de leur première vidéo. Mais moi, je suis quand même super fier de cette vidéo-là. Limite, je pourrais encore la recommander maintenant. Je suis vraiment très fier de cette vidéo parce que je pense qu'elle apporte déjà beaucoup d'informations. Et, euh, et donc voilà, ça m'a un peu lancé là-dedans. Puis j'ai testé plein de trucs, des vlogs, des trucs, des vidéos débutants. Je suis passé un peu par la carrière du youtubeur, hein, c'est faire vidéo débutant, calisthénie, etc. Et, euh, et ouais, je pense que l'idée, je crois que déjà à ce moment-là, c'était voici mon adresse mail pour faire du coaching parce que LittleBeastem faisait ça. Alors
Je m'avais dit fallait que je fasse ça. Et est-ce que toi, du coup, c'était difficile pour toi de franchir le cap? Parce que moi, je me rappelle, enfin, je me rappelle que toi, du coup, tu avais ouvert ta chaîne. Et au fond de moi, je me disais, putain, mais c'est ce qu'il faudrait que je fasse aussi. Mais moi, j'avais pas les couilles de le faire, en fait, parce que j'étais absolument pas du tout à l'aise en vidéo. Je voulais pas m'afficher. Et je me rappelle, c'est pendant très longtemps, j'ai hésité. Puis j'ai pris une toute première formation. C'était vraiment ma toute première formation pour créer un business en ligne. Et là, le mec, moi, je l'achète en mode méga déter. Et le mec, il me dit, première étape, tu ouvres une chaîne YouTube et tu publies, je sais plus ce qu'il m'avait dit, genre 3 vidéos par semaine, un truc comme ça. Et là, j'avais été pétrifié. Franchement, je l'avais fait, mais j'étais en mode, waouh, l'obstacle de ouf de tourner des vidéos face cam, expliquer des choses que je connaissais. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, ce commencement sur YouTube? Moi, je sais pas trop. Je crois que je l'ai pris un peu à la légère. Enfin, je suis pas très perfectionniste dans ma création de contenu et, euh, et je suis vite passé à l'action et donc je préférais publier quelque chose que de rien faire, quoi. Donc, je pense que j'ai facile à passer à l'action là-dessus. Donc, j'avais pas trop eu de barrière, mais parfois, ouais, je le savais objectivement que ce que je mettais, c'était nul, mais je le postais quand même parce que je me disais, il y a toujours des informations à en tirer ou je partage quand même mes trucs. Et puis, j'ai vite adopté le format vlog qui était quand même plus facile. Et puis, sur mes vidéos éducatives, c'est vrai que j'avais plein de retours un peu de leçons qui étaient toujours mauvais, les plans, il y avait plein d'erreurs et tout. Mais j'avais abordé quand même des sujets aussi assez intéressants au départ, quoi, le grise de groove, etc. Et je sais qu'à l'époque, il y avait déjà plein de gens qui faisaient des vidéos bien mieux montées, mais ça me dérangeait pas d'apporter ça parce que je trouvais qu'il y avait des informations qu'on ne trouvait pas spécialement, enfin, qui étaient mis à mon truc, et donc voilà, je faisais le taf et sans trop de pression, quoi. Je faisais pas de questions. Mais c'est vrai que toi, j'ai vu que tu avais lancé ta première vidéo, si je dis pas de bêtises, c'était ton évolution Einstein. C'était Mhm. et Ouais, c'était ça. elle avait explosé, non? Non, non, non. Après, exploser, ça dépend ce que tu entends par là, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a 13 000 vues, donc c'est pas non plus grandiose. Et pareil, tu vois, à la fin, j'avais mis voici mon mail pour du coaching. Mais c'est vrai que c'était ma toute première vidéo parce que du coup, pour passer à l'action, ça me rassurait en fait de faire une vidéo où c'était pas simplement je pose ma caméra et je parle devant quoi, en mode face cam. Je pense que d'ailleurs, moi, j'ai supprimé, il y a une vidéo où j'arrivais pas du tout à me voir. Bon, même maintenant, c'est compliqué d'aller voir les premières vidéos. Après, je me dis, bon, ça fait partie du truc et faut les laisser, tu vois. Mais il y en a une en particulier où je savais tellement pas me voir que j'ai été la supprimer. Et en tout cas, le début, c'était très compliqué pour moi. Est-ce que toi, du coup, tu pourrais raconter un peu, voilà, là, enfin, pour toi, c'est quoi la suite logique à partir du moment où tu as commencé à ouvrir ta chaîne YouTube? Tu obtiens ton diplôme. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans ta life et dans ta carrière, on va dire, de coach en calisthénie? Bah moi, j'ai pas trop chômé. Je crois que j'ai directement lancé mon business. J'ai directement été me déclarer comme indépendant complémentaire, sachant que j'avais le CDI à la salle en termes de coach de muscu. Donc pour moi, c'était logique. Ok, j'ai mon CDI muscu mi-temps, j'ai une sécurité. Je lance le coaching en ligne à côté. J'avais déjà deux trois demandes. Il y avait enfin, deux trois connaissances qui me demandaient. Au début, je demandais rien. Je crois que je demandais 50 € par mois. Et puis j'avais fait un site, etc. Je crois que il y avait pas trop de marketing à la base, mais j'avais fait un petit site où je mettais 80 € par mois pour les coachings ou quoi. Et puis j'avais récupéré aussi des gens de la salle. Et je crois qu'il y a le confinement qui est venu quasiment à ce moment-là aussi, en fait. Et donc, boum, le confinement arrive et on se retrouve confiné. Et puis il y a plein bah de coach marketing qui commence à popper un peu en disant voilà, faut se lancer. Et là, je suis tombé sur une formation aussi. Et donc voilà, c'était un peu lancer le business à ce moment-là pour avoir ses premiers clients, sachant que j'en avais déjà deux, trois. Bah, Là, c'est grâce ta à cette première formation. formation. Ouais, c'était en 2020, première formation, je pense. Et là, j'étais confiné, j'avais emménagé avec mon ex-compagne. Et donc voilà, il y avait quasiment que ça à faire, quoi. C'était faire le business.
Et là, à l'époque, il y avait quand même, vu qu'on avait emménagé, il y avait plein de petits trucs à gérer, quoi, pour construire un peu ça. Et voilà, quoi. Et du coup, là, tu nous as parlé de ta première formation. Est-ce que du coup, entre ce moment-là et là aujourd'hui, est-ce que tu as continué à te former? Qu'est-ce que tu as fait exactement pour continuer à faire développer ton coaching? Ça, on pourrait en parler des heures. C'est vrai que nous, Si on on reste s'est déjà beaucoup. sur Ouais, la sphère business coaching hein, dans un premier temps. ouais, c'est ça. Ouais, je pense que, bah, euh, Parce que tu as fait pas donc à mal ce de choses, il me moment-là, semble. Je pense que ouais, j'ai testé t'as pas pris mal. plus de formations que moi, j'ai l'impression. Après, on a plus, enfin, je sais plus exactement, c'est pour ça que je te pose la question, hein. Ouais, je pense bien, je pense bien. Bah donc avec eux, ça avait marché. Après, il y avait toujours des aspects dans le marketing qui me saoulaient un peu trop, quoi. Donc je l'avais appliqué un petit peu, ça avait marché. J'ai quand même eu 5-10 clients. Je crois que j'ai facilement lancé mes 10 premiers clients. Donc j'étais déjà assez content avec ça. Et je crois qu'aussi pour me former, ce que je voulais vraiment faire, c'était expérimenter d'autres coachings, quoi. Donc à l'époque, j'avais déjà eu le coaching avec Little Beastem. J'avais été voir un workshop de Daniel Vatnal un peu avant. Et puis à ce moment-là, je voulais vraiment aller me faire coacher par Stenix aussi. Donc pour moi, c'était un peu les GOAT parce qu'ils montraient vraiment du résultat, quoi. Il y avait du avant-après. Boum, il n'arrive pas à faire le front. En 1 an, 2 ans, on arrive à faire un super beau front. Boum, je me suis dit, ok, ça, c'est carré. Je vais aller tester l'expérience avec eux pour pouvoir la transmettre à mes clients aussi. Et moi aussi progresser pour être plus crédible aussi. Donc encore aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je continue à m'entraîner aussi. C'est pour ça aussi. Être plus crédible, explorer plus de choses pour pouvoir accompagner plus de personnes dans ces objectifs-là. Euh, et, euh, et donc, ouais, pour moi, c'était une manière de me former. Donc, je pense que j'ai vraiment investi dans les coachings comme ça. Et après, je crois que j'avais testé une autre formation qui était juste le fait d'avoir un tunnel de vente. Ensuite, j'ai testé je crois une autre formation anglophone. Mais ça, c'est quand même il y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, encore un autre process, quoi. Donc, je crois qu'en tout, j'ai quand même dû tester quatre approches marketing différentes, plus des petits contenus par-ci par-là. Je me rappelle que du coup, tu l'as bien dit avant, enfin, il y a eu vraiment une période où, je pense période Covid, c'était l'ère des tunnels de vente. Je me rappelle que j'ai passé tellement de temps à genre, je pense que je passais vraiment plusieurs semaines à peaufiner mon tunnel, genre à rendre le site super beau, super attractif, les boutons. Je me renseignais sur combien de boutons il fallait mettre, la couleur, la taille, etc. Enfin, moi, j'étais parti un peu en sucette par rapport à ça. Tu sais, je déviais et je passais trop de temps sur les tâches qui étaient secondaires. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je voulais à un moment donné, dans cette interview, parler des coachings du coup. Mais c'est intéressant que toi, tu en parles vaguement sur la partie formation business, parce que c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Là maintenant, toi, si tu devais donner un conseil, par exemple, à quelqu'un qui veut se lancer là maintenant à faire du coaching en ligne, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, se faire coacher. Parce qu'en vrai, c'est... Parce que si tu t'es jamais fait coacher, tu sais que, ok, on, on utilise... bah, tu vas peut-être trouver un peu les outils. Bah ouais, je vais faire une programmation Excel. Je vais lui envoyer ça, mais tu sais pas trop comment ça se passe. Tu vois comment le onboarding se passe, comment la personne fait ses retours, et puis même si... allez... Euh, pour gagner du temps dans l'apprentissage, parce qu'en fait, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais une fois que tu es passé un peu par le cap d'apprendre toute la méthodologie de quelqu'un en l'appliquant, pas seulement en lisant, bah tu comprends tout en fait. Et si tu as déjà toi des certaines connaissances, peut-être qu'avant ouais, de se faire coacher, il faut d'abord emmagasiner beaucoup de connaissances. Nous, je pense qu'on les a eu vraiment dispersées au fil des années et que maintenant on peut en avoir tellement facilement dans un bloc que ben, on a quand même eu le temps de tout emmagasiner
Et c'est là qu'on s'est fait coacher. Je pense on a vraiment tout compris, on va dire. Enfin, pas tout compris, mais compris beaucoup de choses. Et, euh, et, euh, et ouais, je pense que voilà, il faut emmagasiner des connaissances. Peut-être avant de se faire coacher, essayer de tester 2, 3 programmes aussi. Une fois qu'on a testé un programme, on a un peu ce sentiment là aussi de ah ouais, tout est logique. Là, j'ai compris. Ok, surcharge progressive, sélection d'exercices, macrocycle, etc. Boum, on comprend un petit peu ces trucs-là. Et après, le coaching va te permettre de te dire, ok, maintenant, comment est-ce que moi j'applique ça sur un client? Mon coach va me montrer un peu comment faire, quoi. Et donc, et après, ça permet de tester différentes approches aussi. Est-ce que lui il va me coacher via des retours mail? Est-ce que lui il va me coacher via des feedbacks vidéo? Est-ce qu'il va me coacher en live? Est-ce qu'il va simplement mettre ma feuille Excel à jour et me faire un petit voice note? Est-ce qu'il va utiliser une application? Est-ce qu'il va faire des lives de groupe par semaine? Et en fait, ça te permet de toi regarder un peu ce qui se fait et de voir qu'est-ce que toi tu as envie de transférer à tes clients. Et après, il faudra aussi surtout voir quels sont les besoins de tes clients. Et donc, pour moi, voilà, si tu as envie d'être dans le coaching, je crois que faut essayer d'être, on va dire, un peu le truc bateau, mais c'est de trouver un peu ta niche, ton domaine de compétences. Donc, si toi, t'es super fort en calisthénie, vraiment en skill, peut-être essayer d'aller plus là-dedans. Après, voilà, il faut voir s'il y a vraiment des problématiques là, il faut aussi résoudre un problème, en fait. Il faut que tu arrives à résoudre des problèmes chez les gens. Souvent en calisthénie, je crois que ce sera la stagnation. Le manque de progrès, c'est souvent un problème qui est quand même très, très fort. Mais ça pourrait très bien être la remise en forme ou la confiance en soi à travers éventuellement ça. Ça, c'est tout des domaines. Mais avant ça, peut-être, ouais, il faut juste chercher à être bon en tant qu'athlète, je pense. Vraiment explorer son potentiel au maximum. En parallèle de ça, voilà, s'informer, développer ses connaissances. Éventuellement se faire coacher, avoir une expérience. Et ensuite, éventuellement aussi commencer à coacher gratuitement, commencer à mettre la main au coaching. Moi, j'avais eu la chance de le mettre directement grâce au coaching en salle. Et après, c'est l'appliquer, le faire le transférer. Et à un moment, tu essaies de te dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas un profil type que dans les personnes que j'aide ou une problématique que je peux vraiment résoudre plus facilement? Est-ce que c'est plus là-dessus et en fonction de toi, ce que tu es bon aussi, pouvoir aller plus explorer ça, quoi. Pour donner un exemple, ici, on voit que Martin, c'est davantage équilibre, mais il a aussi tout cet aspect calisthénie. Donc, en fait, c'est pour ceux qui veulent allier les deux, c'est magnifique. Souplesse aussi. Et donc, il pourra vraiment aider quelqu'un qui va plus là-dedans. Dans mon cas, ça sera plus calisthénie, street lifting. Ça pourrait très bien être plus débutant calisthénie. Là, ça reste vraiment dans la calisthénie, mais ça peut être très bien spécial prise de masse pour homme skinny, des choses comme ça. C'est un peu, ça c'est plus pour l'aspect un peu marketing business. Et puis, il faut pas avoir peur de donner beaucoup aussi. Donc, beaucoup. Par exemple, au début, c'est un peu faire des coachings de manière bénévole, même si l'investissement est pas toujours présent. Mais c'est donner un peu de valeur aussi dans le contenu, quoi. Sur les réseaux, faut pas hésiter à donner beaucoup de trucs gratuitement, je pense. Putain, j'ai 1000 questions qui me viennent en même Voilà, je temps. crois que j'ai explosé. Moi aussi, je suis parti un peu dans tous les sens. Non, mais c'est cool. Moi, j'avais une question que je voulais te poser. Bon, déjà, ce qui m'intéresserait de savoir après la question que j'ai envie de te poser, c'est plus toi, du coup, vu que tu as testé différents coachings, comment est-ce que tu coaches là maintenant? Tu vois, tu parlais des retours mail, des retours vidéo, des retours tableau Excel, etc. Ce serait cool que tu nous parles un peu, parce que je suppose que la méthode que tu utilises aujourd'hui, c'est pas du tout la méthode que tu as utilisée chez tes premiers clients que tu coachais gratos. Juste avant, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu réponds du coup à un gars, je sais pas si toi on t'a déjà posé, mais qu'est-ce que tu réponds à un gars qui te dit mais c'est bizarre, t'es coach et tu te fais coacher. Est-ce que c'est parce que du coup tu connais pas assez de choses? Parce que moi, il y en a qui m'ont dit ça, qui me disent mais comment ça t'es coach et tu te fais coacher? Parce que moi je trouve que c'est un argument que j'utilise beaucoup. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui s'est fait coacher, qui prend encore du coaching pour justement aller chercher un peu les infos à droite à gauche. Est-ce que c'est déjà une question qu'on t'a posée, toi? Ouais, je pense qu'on me la pose aussi. Euh, pour moi, elle est quand même assez logique. Surtout quand on connaît un peu ce qu'on propose, en fait, quand on sait que le coaching, c'est tellement bénéfique. Pour moi, ça fait un peu de sens de se faire coacher.
même si parfois c'est avec les mêmes personnes, même si on a déjà éventuellement appris tout ce qu'on pouvait apprendre. Mais déjà, la première chose, c'est de continuer à se former, formation continue à travers le coaching. Euh, et après, pour tellement d'autres choses, ça te permet de te relâcher d'une certaine pression mentale. Je pense que aussi passer à un niveau en tant qu'athlète, il y a un moment où la progression, elle est beaucoup plus complexe. Et c'est pas pour rien que les athlètes de haut niveau, enfin, si tu veux exploiter ton potentiel au max, ben, ont tous un coach quasiment, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de s'auto-coacher, passer à un certain niveau. Donc il y a plein de gens qui s'entraînent n'importe comment et qui atteignent des niveaux excellents. Mais je pense que si ces personnes-là voudraient atteindre un niveau encore plus grand, elles auraient intérêt à avoir un coach. Donc moi, je pense qu'il y a un peu cette notion d'aller chercher encore plus loin en tant qu'athlète. Parce que je sais que si je me coach moi-même, je progresse très bien à court terme en testant des choses. Maintenant, avec le recul, je suis beaucoup plus à même de me programmer. Mais je sais qu'il y a des choses où je suis très mauvais pour m'auto-coacher. Je sais que j'ai tendance à avoir un ego qui prend vite le dessus, à avoir une mauvaise technique, à, à, voilà, à forcer alors que je devrais parfois récupérer et tout. Donc, je sais que j'ai besoin de quelqu'un qui me freine un peu, et même si je le sais, quoi. Donc, c'est vraiment avoir ce regard extérieur qui est bénéfique. Donc, soulager la charge mentale, avoir ce regard extérieur de quelqu'un qui me freine. Là, c'est en tant qu'athlète. Et puis, bah, l'expérience, quoi. C'est parce que j'ai l'impression que dans le coaching, c'est souvent euh, allez, tes connaissances ou t'as des systèmes que tu mets en place. Il faut vraiment aller très très loin pour voir jusqu'au bout ton système peut aller. Et même ce système, il évolue aussi par période, en fait. Et je vais dire, par exemple, il y a des moments où ta sélection d'exercices, elle sera un peu plus tirée vers quelque chose, où tes méthodes vont aussi évoluer. Et donc, si tu te fais coacher, ça te permet aussi de, de te rafraîchir aussi des nouvelles méthodes que tu vas pouvoir réappliquer. Et donc, même si tu connais déjà toutes les connaissances, tu vas pouvoir euh, bah, les recycler, les remettre sous des angles différents. En fait, c'est incroyable. Et pour moi, c'est justement la question, elle devrait être l'inverse. T'es coach, mais tu te fais pas coacher. Pour moi, c'est pas normal. Sauf si t'es quelqu'un d'hyper doué en tant qu'auto-coach. Et voilà, mais je trouve ça dommage d'un coach qui arrête de se faire coacher. Bon, après, il y a d'excellents coachs qui se font pas coacher, mais je pense que la majorité des coachs se font coacher aussi, en fait. Mm. Euh, et surtout parce qu'ils ont une casquette d'athlète, et aussi parce qu'ils ont une casquette de coach. Et je pense que c'est bien d'avoir toujours un esprit un peu de débutant, et d'apprendre des autres. Donc voilà. Putain, mais c'est cool. Bah, tu vois, ça m'intéresse. Là, maintenant qu'on est dans le coaching, je garde la question de ton coaching perso, comment est-ce qu'il a évolué. Juste avant, je voudrais faire une parenthèse sur du coup les coachings que toi tu as pris. Tu nous en as déjà un petit peu parlé. Et alors, je te demande pas du tout de faire un classement, mais qu'est-ce que tu as. S'il y en a peut-être un ou deux en particulier que tu as vraiment aimé, et du coup pourquoi, et qu'est-ce que tu as vraiment kiffé dans ces accompagnements? Ouais, moi, si je devais allez, je vais te faire une petite timeline, c'est assez simple. J'ai fait Little Beastem. C'était ma première expérience de coaching. Donc là, c'était plus un coaching par mail et vidéo YouTube en non répertorié que je devais mettre moi-même. Ouais, franchement, j'aimais bien. Mais c'est juste que je pense que les méthodes à l'époque étaient un peu moins, les moins science-based. Il y avait un peu plus d'empirisme dans ces méthodes, mais très qualitatif. J'avais bien progressé à l'époque. Ensuite, il y a eu un moment, j'étais plus en auto-coaching, mais je suivais genre un style de plateforme, en fait. Et c'était une périodisation sur l'AppCode Fitness. Donc il n'y avait pas de coach, mais il y avait un programme design dans une application. Et je sentais que j'avais besoin d'un retour de quelqu'un, mais il proposait pas ce service-là. Et à cette époque-là, si un des mecs qui tenaient l'application proposait du coaching, je pense que j'aurais signé. Ensuite, il y a eu Stenix. Et là, pour moi, c'était vraiment incroyable. Franchement, c'est vraiment eux je trouve que leur système était vraiment bien efficace, et je trouve qu'ils donnaient vraiment tous les outils pour qu'on puisse être, pour qu'on puisse progresser, et ils ont accompagné, on va dire,
tellement d'athlètes de niveau débutant à très 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 avancé, avec plusieurs difficultés que je pense que on peut être accompagné avec eux pendant très longtemps. Et en termes de qualité dans leur suivi, je trouvais que c'était vraiment le fait de bien se réguler et d'être très très précis techniquement et très conservateur dans la programmation. Euh, et c'est vraiment ça que j'ai remarqué chez eux. Là où par exemple Little Beast Stem, c'était parfois plus 5 kilos, plus une série, plus un truc. Et peu importe les circonstances, tandis qu'avec eux, c'était tiens, là ça progresse pas, tu restes à la même charge. Là tu vas augmenter d'une série et c'est très et t'es quasiment sûr que quand tu vas appliquer ça, tu vas réussir à faire progresser la personne. Donc tu as beaucoup plus de prédictibilité. Même si les gains sont parfois plus modestes, ça t'amène ça. J'allais te demander, est-ce que du coup, faut pas être un peu plus patient du coup avec Stélix? Parce que c'est vrai que, enfin, moi je te prends mon cas, je te fais une toute petite parenthèse. C'est vrai que moi, ces derniers temps, depuis que je considère que j'ai repris la calisthénie, euh, je me suis la plupart du temps auto-coaché. Et je pense que du coup, il y a un peu cette partie d'ego aussi où je pense que la méthode de progression est bonne, mais je pense que les paliers, ils sont trop grands et que du coup, je peux vite me cramer et au final, niquer un cycle pour rien. Et je pense que c'est encore là, à l'heure à laquelle je suis en train de parler, je pense que c'est encore beaucoup le cas. Et, euh, Ouais, et quand c'est, t'es venu chez moi et tes tractions, ouais, tu vois, par exemple, t'étais- ouais. pour moi, ça Donc, c'est un peu scramé. Et si tu fais ça, ça peut progresser un peu, mais c'est compliqué. mhm, ouais, ouais. Donc, est-ce que du coup, toi, tu considères qu'avec Stenix, ils te demandent d'être plus patient par rapport à la progression? Ouais, carrément. C'est vraiment le mot. C'est quand tu te rends compte un peu de ça, de l'importance que ça a, bah voilà, t'as pas de souci à l'appliquer en général. Et vu que tu vas quand même faire des progrès parfois, enfin tu vas toujours te faire des progrès techniques ou quoi, que tu vas quand même kiffer un peu le process, même si tu sais que tu comptes pas tes charges de manière drastique, ça pose pas de problème quoi. Et pour rebondir encore sur l'évolution dans les coachings, après j'ai été avec King of Weighted, et là c'était une approche un peu plus, je dirais encore un peu empirique aussi, et il y avait plus de bons dans les. Là, c'était un peu moins patient, je trouve. Il m'a traqué un peu plus sur le volume. Il y avait des bons un peu plus importants. Et j'ai vraiment bien kiffé ça aussi, en fait. Parce que c'était un peu plus, ok, tu peux en faire beaucoup, bien progresser, et ça marche aussi, en fait. Et donc, j'aimais bien. Et par contre, ils étaient un peu plus axés sur le street lifting, je dirais. Donc, ils étaient plus précis là-dessus. Et ils délaissaient vachement la partie skill et ils toléraient, on va dire, un peu plus d'erreurs là-dedans. Alors que avec Stenix, tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Si tu as une erreur technique, c'est qu'il y a un problème dans leur programme et tu peux pas continuer là-dedans. Tandis que avec l'autre approche, ok, il y avait parfois un petit défaut, bah, c'est pas grave, on augmente quand même, et donc c'est d'office que ça allait pas, en général, pas dans une bonne direction. Par contre, là sur ton dips, on fait plus 5, alors qu'avant c'était toujours plus 1, 25, plus 2,5. Alors parfois je m'étais dit, ouais, ça va faire des bons gaps, mais en fait ça faisait du bien. Et donc maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, je retiens un peu un compromis des deux, parce que je kiffe bien avoir ça. Une autre chose aussi, c'est le changement de variable dans l'entraînement. Donc, avec Stedix, par exemple, c'est très conservateur. Tu changes les variables seulement au bon moment, de manière pertinente. Avec King of Weighted, j'ai l'impression qu'il les recycle quand même vachement plus, quoi. Et moi, de nouveau, je me situe un peu entre les deux. J'aime bien faire un compromis parce que je trouve que c'est gai aussi d'avoir un certain roulement. Tu vois. Par exemple, il y en a, ils vont changer tes variantes de biceps curl tous les cycles, quoi. Tandis que avec Stenix, on pourrait garder la même variante de biceps curl pendant 4 mésocycles, quoi. Un macrocycle entier, tu vas faire du curl incliné, c'est tout. Avec King of Weighted, c'était ok, tu vas faire du Bayesian curl, tu vas faire du drag curl, tu vas faire du curl couché, et puis tu vas changer le format, tu vas faire des mini-reps, tu vas faire ainsi de suite. Et, euh, et c'est ça qui est parfois cool, mais parfois tu sais que pour faire des adaptations en hypertrophie, il faut parfois plus longtemps, et donc tu Mhm. mesures un peu moins, quoi. Mais les deux approches marchent très bien. Putain, mais j'ai encore une question pépite là qui me vient.
Du coup, la question qu'il fallait que je te garde en tête, euh, c'était quoi la question que je t'ai posée juste avant? Donc là, je faisais une parenthèse coaching. Ah oui, c'était ta Ah ouais, manière qu'est-ce de que j'utilise fonctionner pendant que tu moi? coaches. Mais la question que je vais te poser avant, aide-moi à la retenir celle-là. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu crois pas que dans les coachings que tu as vus et dans aussi toi ce que tu peux partager dans tes coachings, est-ce que tu n'as pas l'impression que un des challenges, un des plus gros challenges du coach, c'est de ne pas c'est de pas confondre ton kiff dans les entraînements, genre ton mood, ce que tu aimes pratiquer dans ta pratique perso, et ce que ton client a réellement besoin. Alors moi, je te prends mon exemple, je sais que il y a quand même, pendant une certaine période, je me disais, putain, c'est marrant parce que les clients, je leur mets quand même beaucoup ce que je suis en train de bosser en ce moment, ou ce que j'aime bosser beaucoup en ce moment. Et j'ai l'impression que là, maintenant, plus le temps passe et plus je me détache un peu de ça et je me dis plutôt, bon, ça, c'est ce que j'ai envie de faire avec lui, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il a besoin, tu vois? Je pense que tu as compris ma question, j'espère. Ah, carrément. Ah, carrément, carrément, carrément. Je te Est-ce, rejoins est-ce que tu l'as, à, est-ce à que tu l'as 1000%. déjà ressenti, ça? Dans toi, Ah tes oui, coachings et dans ceux que tu as pris aussi, du coup. ouais, complètement, complètement. Et je sais que je suis souvent, on va dire, coupable de ça. Mais parfois, c'est pas une mauvaise chose. Parce que souvent, qu'est-ce que mes clients veulent et qu'est-ce que moi je veux, souvent, c'est à peu près la même chose. Même si leur niveau et tout, leurs conditions, leur contexte sera différent. Euh, Tac. Après, je sais qu'on est beaucoup de coupables en tant que coach de ça. Par exemple, moi j'aime aller, en général, je regardais, enfin, par exemple, quand j'étais à King of Weighted, Mika, il faisait sa prog vers une compétition, et j'ai regardé la mienne, il me disait, bah, je t'ai mis presque le même template, on va dire, et je kiffais trop, et du coup, tu sens un peu la logique, tu vois. Et même encore maintenant, par exemple, je vois les exercices d'assistance que mon coach fait, c'est tous les mêmes que moi. Et moi, même par période, quand je fais certains exercices d'assistance, c'est ceux que j'ai tendance à mettre davantage à mes clients par exemple, quand je travaillais au Fitness Club du Parc, je testais aussi un nouveau programme et je testais un peu ce que je voyais sur le programme où je lisais justement un nouveau livre. Par exemple, je lisais The Muscle and Strength Pyramid. J'avais ça un peu en tête et du coup, j'appliquais un peu tout ce que je disais dans le livre sur mes clients, tu vois. Et donc, c'est un peu fluctuant. Mais, euh, mais je crois que tu vas quand même garder peut-être, tu vois, là, ça vient un peu dans la sélection d'exercices, mais tu vas quand même toujours quand même essayer de te détacher de ça. Donc, je te rejoins là-dessus. Moi, j'essaie toujours aussi de faire la part des choses et me dire, OK, est-ce que mon client est capable d'appliquer ça? Est-ce que ça fait sens pour lui d'appliquer ça? Parce que tu as toujours euh, plusieurs possibilités, tu vois. Il y a quand même des choses aussi, des invariables, tu vois. Moi, dans mes méthodologies pour apprendre les skills, il y a très très peu d'invariables et c'est pas parce que moi je suis en train de tester ça que je vais lui mettre forcément ça. Euh, mais c'est possible que grâce au fait que je l'applique en ce moment et que je vois que ça a des bons résultats, que je le mette pour quelqu'un. Et, euh, et aussi pour refaire un point commun avec ce qu'on a dit avant, en fait, dans le coaching, tu te rends compte que quasiment tout marche. C'est marrant, mais quasiment tout fonctionne quand tu arrives à le faire de manière assez logique, quoi. Enfin, tu sais quand même là où t'en es, t'as ta vision après, et tu sais que, ok, l'exercice que t'es en train de faire en ce moment, bah, tu sais que t'es un peu biaisé parce que t'es en train de le faire, justement. Mais tu sais que ça va fonctionner, donc autant le faire, et tu sais que t'es en train, toi, de le vivre. Et donc, je pense que c'est bien de le faire vivre à la personne aussi, plus ou moins en même temps. Même, voilà, toujours en ayant quand même des invariables. Mais je pense que parfois appliquer un peu tes phénomènes de mode ou tes tendances personnelles, c'est bien. Et aussi que la plupart des gens, ils viennent vers nous parce qu'ils ont à peu près les objectifs communs qu'on a, quoi. Et donc, finalement, il n'y a pas trop de soucis à ça. Mais je pense que c'est bien aussi d'en être conscient, de se détacher de ça parfois. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont d'autres objectifs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui veulent bosser le drapeau. Je sais comment j'ai bossé le drapeau. Je sais maintenant que mon approche est différente. Et donc, ouais, là, je vais pas lui dire non, tu bosses pas le drapeau, tu bosses absolument mes objectifs. Donc, bah là, c'est un peu vulgaire, mais par exemple, ouais, dans une sélection d'exercices, pour ces curls, le nouveau, bah, si je suis un peu plus fan du curl X à tel moment, je vais peut-être lui mettre plus cette variante-là qu'un curl que j'ai pratiqué il y a 5 ans, quoi. Mhm. Et est-ce que tu penses que
là, la question que je viens de te poser, est-ce que tu considères que c'est une des plus grosses difficultés que tu as en tant que coach? Enfin, difficulté, c'était un peu ça la sous-question derrière, c'était toi là maintenant, par l'expérience que tu as, tu considères que en tant que coach à distance, c'est quoi les plus gros challenges que tu as? C'est quoi les plus grosses difficultés que tu peux avoir avec un client pour qu'il reste avec toi et pour qu'il atteigne ses objectifs? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense pas que c'est celle d'avant, parce que pour moi, c'est, ça fonctionne en général. C'est pas ça qui va empêcher la progression. Moi, la plus grosse difficulté, je dirais que c'est la blessure. Euh, je pense. Euh, pour être franc, j'ai quand même beaucoup de personnes qui arrivent dans mes coachings et qui se blessent sans que je le prévoie. Et pour moi, c'est le plus gros frein, même si j'essaie d'y faire à chaque fois attention. Mais je sais que, voilà, inévitablement, même si tu es progressif dans le volume ou quoi, surtout en calisthénie où tu vas commencer à... Tu viens d'un sport où tu n'as pas beaucoup l'habitude d'avoir les bras au-dessus de la tête et que tu vas commencer à mettre beaucoup les bras au-dessus de la tête, à faire des push-ups ou quoi, tu as quand même vite des problèmes aux épaules qui peuvent arriver. Et parfois même en étant très progressif, même en commençant avec un développé vertical semaine, même en étant en faisant attention. Et peut-être au début, je faisais un peu moins attention à ça davantage, donc ça m'est arrivé souvent. Ça, on va pas se mentir. Donc c'est ça la difficulté numéro un. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours moyen de la contourner. Donc si ok, il y a la gêne, ben parfois on sait faire avec parce que c'est pas des stades trop importants. Donc finalement, si la personne fait le taf et que c'est parfois aigu, tu arrives quand même à faire avec. Donc pour moi, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas la un, mais c'est une quand même qui est fréquente et qui nous fait remettre en question parce que on se dit tiens, ok, je suis un coach qui blesse mes clients, c'est pas bien, quoi. C'est un peu tout ce qu'on va pas. Et en plus, on essaye d'éviter ça, mais moi, je suis honnête, j'ai quand même beaucoup de mes coachés qui sont passés par là. Et peut-être une autre difficulté, c'est quand la personne ne fait plus le taf, quoi, simplement. Ça, et c'est parfois on sait pas faire grand chose. Enfin, c'est à nous de mettre en place le bon programme, etc. Et, euh, et je pense qu'avec les années, bah, maintenant, je travaille de plus en plus avec des gens qui font le taf aussi. Mm. Mais ça, je pense qu'on s'en rend compte aussi. Surtout quand on se lance, quand on fait des coachings gratuits ou quoi. En général, au début, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent dans la nature, comme on appelle ça. Et donc, dès qu'il y a une personne qui est pas constante, qui loupe une semaine de temps en temps, une séance de temps en temps, bah ça, c'est une grosse difficulté. T'as beau faire ce que tu veux, tu progresseras pas. Donc, je dirais, il y avait la blessure, le fait de faire le taf, et peut-être l'apprentissage moteur chez certaines personnes. Qui C'était est, peut-être. Vas-y, je te laisse terminer, mais je voulais rebondir un peu sur ton deuxième aspect. Qu'est-ce que tu veux dire par l'apprentissage moteur? bah, c'est que, allez, à distance, on a plein d'outils superbes pour faire euh, le coaching, enfin pour transmettre le coaching, pour transmettre un peu ce qu'on a envie euh, que nos clients réussissent comme mouvement, par exemple sur des mouvements très complexes comme bah, le handstand, le muscle up. Parfois, il y a des petites ouais, consignes techniques qu'on va essayer de mettre en place chez les personnes, et il y a des personnes qui vont l'apprendre en un claquement de doigts. Donc, tu vas leur dire à la séance d'après, c'est bon. Et il y a d'autres personnes, il va falloir parfois 6 semaines, 12 semaines, et, euh, et ça va mettre du temps à rentrer, quoi. Et donc, ça, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être un truc qui va ralentir, même quand tout le programme est bien. Si l'apprentissage moteur est lent, ça peut ralentir. Euh, il y a la blessure et il y a l'adhérence, l'adhésion. Moi, je trouve ce qui est compliqué en fait dans cette discipline, et j'ai l'impression que plus je coach et plus je vois ce truc-là, c'est que bon, on le sait tous, il y a beaucoup d'inégalités. Tu l'as bien dit, tu vois, t'en as qui, pareil, en un retour, t'en as, ils font des dingueries, ils passent un muscle-up alors que les mecs, ils ont jamais passé ça. Et à l'inverse, tu peux parfois en avoir sur 3 mois qui arrivent pas à le passer et tu comprends pas pourquoi. Euh, et ce que je trouve, moi, c'est une des difficultés, enfin, je sais pas si c'est vraiment une difficulté, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de clients avec qui je commence, qui sont méga déter, qui me disent, voilà, moi je veux travailler ça, je veux travailler ça, je veux travailler ça. Et puis après, souvent le premier cycle, ceux qui justement en termes d'apprentissage moteur sont peut-être un peu plus lents,
tu sais, ils ont une première phase down et ils se disent, mais putain, tu sais, ils réalisent un peu à quel point ça peut être long, des progrès qui s'étaient imaginés super rapides, tu vois. Il y en a, ils vont commencer avec toi, ils vont dire, bon, bah vas-y, moi je veux bosser la planche. Et peut-être qu'en fait, ils se disent, bon, bah en fait, je vais bosser avec Alexandre et dans 6 mois, j'aurai une planche. Ou ouais, mon objectif, c'est d'enchaîner 5 muscle-up alors que je fais 5 tractions. Et puis en fait, bah, peut-être qu'au bout des 3 mois, ou peut-être que même au bout des 6 mois, peut-être t'auras même pas ton muscle-up, tu vois. Parce que t'en as, c'est comme ça, tu vois, ils progressent moins vite. Je trouve qu'il y a une grosse partie d'éducation et c'est là-dessus, je trouve, où c'est avec l'expérience où tu commences à avoir un peu plus ce côté, je trouve, où maintenant je me pose un peu plus avec la personne. Souvent, je les prends au tel ou en visio et j'essaye d'avoir un peu une partie éducative pour leur faire bien comprendre que c'est normal, que tout ce qu'ils ont pu voir sur les réseaux, bah parfois c'est pas que c'est mensonger, mais il y a tellement d'inégalités qu'il faut pas du tout se comparer. Et souvent, ça peut être mal vécu du côté du coaché parce que tu casses un peu ses espérances et ils se disent putain ouais mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être aussi patient? Et c'est là où tu vois un peu la différence entre ceux qui sont vraiment en mode non mais écoute moi je m'en fous, de toute façon je suis le chemin avec toi, je te crois, on y va. Et ceux-là c'est ceux que tu as de toute façon pendant 1 an, pendant 2 ans, même parfois plus. Et à l'inverse, t'en as qui voilà vont terminer le coaching, etc. Ils vont avoir des résultats, mais ils vont se dire ouais putain en fait c'est plus long que ce que je pensais, ou alors ils vont peut-être remettre en question l'apprentissage, enfin d'autres choses. Bon, j'ai un peu divagué, mais je pense que je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Je pense que ça te parle aussi. Ouais, carrément, carrément. Ouais. C'est clair que ouais, les espérances, ouais, c'est quelque chose. Moi aussi, j'insiste un peu là-dessus, bah, surtout lors du premier appel, être bien clair sur tes objectifs. Et j'ai même fait un petit module sur tout le mindset en fait. J'ai vraiment, traité pas mal d'aspects différents. J'utilise une petite plateforme de support, tu vois. Et, euh, et donc j'ai vraiment fait une petite formation un peu sur tout ça, quoi. Et c'est clair que j'aborde un peu tous ces aspects-là. Et c'est vrai que parfois il y a aussi des personnes qui ont beaucoup d'attentes comme ça et elles se rendent compte que ça va prendre du temps et elles se rendent compte on se rend compte aussi que leur investissement n'est pas suffisant. Donc en termes d'implication à l'entraînement et en termes de style de vie en fait. Voilà, il y a des personnes, moi ils arrivent chez moi, ils ont un peu de poids à perdre. Je dis ok, moi je veux bien t'aider là-dessus et tout. Et en fait ils veulent pas tellement être aidés là-dessus, en fait ils veulent plus réussir leur mouvement. Donc ok, tu essaies de leur faire progresser, tu vois que leur mouvement avance bien, mais tu sais que voilà, ils récupèrent pas, ils dorment pas tous les jours très très bien, qu'ils mangent pas forcément très bien, et donc tu sais qu'il y a ce levier là que tu peux pas tellement agir dessus, et donc donc soit tu revois les objectifs à la baisse, euh, ce qui parfois accepte parce qu'en fait ils sont quand même ok avec ça et tu arrives quand même à progresser avec ces contraintes de style de vie. Ou alors tu essayes de travailler sur ces contraintes de style de vie, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à le faire aussi. Et ça, même si tu travailles avec eux, donc faut en être conscient, je pense. Mm. Et Après, ça, c'est, ouais, vas-y. je pense que comme tu disais, c'est vrai que c'est quand même pas une majorité, heureusement. Enfin, moi, je prends mon cas. Ouais, Il y a c'est beaucoup de une clients, minorité. enfin, la grande majorité des clients, c'est des gens quand même motivés qui partagent la même philosophie de vie, le même rythme de vie, tu vois, qui dorment bien, qui mangent bien, qui sont prêts à faire des efforts, etc. Donc, heureusement, et c'est cool. Mais je pense que ça peut faire une belle transition vers justement ta méthode de coaching. Alors, je te demande pas d'entrer dans les détails, mais moi, je te prends mon exemple. Je me rappelle qu'au tout début, je pense que je partageais simplement des fichiers Excel. Je pense que c'était ça. Après, je pense que directement après, je faisais un peu du suivi sur WhatsApp, où du coup, les gens m'envoyaient des vidéos, mais du coup, l'essentiel de mes retours, c'était sur WhatsApp. Je dessinais avec mes gros doigts sur l'écran, c'était horrible, ça faisait des traits qui faisaient limite un quart de l'écran. Et après, directement, moi, je suis passé sur la plateforme qu'on utilise maintenant, mais voilà, j'entre pas trop dans les détails par rapport à moi. Explique-nous un peu, toi, du coup, de tes tout premiers coachings à maintenant, l'évolution un petit peu au niveau logistique. Ok. Je voulais juste revenir sur ce qu'on a dit avant. Ici, on a parlé de toutes les difficultés, mais c'est vrai que la majorité des personnes en général euh, qu'on a, bah, ça se passe bien, quoi. Donc, mais c'était peut-être certaines difficultés qu'on peut rencontrer en tant que coach.
Et sinon, à part ça, en termes de logistique, comment est-ce que j'ai évolué? Bah, à la base, vu que j'ai commencé directement après à m'être coaché par Little System, ou en même temps, c'était comme lui. Je faisais un doc Excel après et je demandais aux personnes de faire une vidéo YouTube en non répertorié et de la mettre sur YouTube. Et moi, je faisais pas je crois que je faisais déjà des retours vocaux sur WhatsApp. Donc, et Little System faisait des retours mail. Donc, moi, je faisais des retours vocaux sur WhatsApp de la vidéo YouTube. Donc, je regardais la vidéo YouTube qu'il m'envoyait en non répertorié et je faisais le retour vocal et complétais le document Excel. Je travaillais aussi avec l'application de la salle, mais c'était que pour les trucs à la salle. Donc, à la fin, j'utilisais que Excel. Euh, ensuite, euh, ensuite, j'ai utilisé Excel et Drive. Donc, les personnes mettaient leurs vidéos plutôt que faire une vidéo YouTube non répertoriée parce qu'il faut faire le montage et tout, rassembler les clips. Bah, c'était cool parce qu'il y en a qui s'amusent à mettre des musiques et des trucs comme ça. Et donc, pour tes transitions, tu fais tes edits. Oh, trop bien l'effet. Franchement, c'était bien drôle parfois. Et du coup, parfois, je fonctionnais encore un peu avec les deux. Il y en a qui faisaient encore YouTube, il y en a qui mettaient sur Drive. Et, euh, et donc sur Drive, c'était un peu la même chose. Hein. Je faisais. Ah non, à ce moment-là, je mettais comme je crois que sur Drive, je commençais à me faire coacher par Stenix, et donc je faisais comme eux aussi. Là, je faisais un petit capture d'écran, un loom ou un screencast. Et sur le screencast, je me montrais en train de montrer les erreurs et je trouve que vraiment la plus-value dans le coaching et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est mise à jour hebdomadaire du programme et feedback vidéo qui est tellement important en calisthénie pour contrôler la technique et la force et les efforts et voilà, surveiller ça et puis garder un petit contact humain aussi parce que le fait que ça soit hebdomadaire à chaque fin hebdomadaire, ça permet vraiment de garder la personne sur les rails, on va dire accountable euh, et, euh, et voilà. Ensuite, comme toi, maintenant, on est passé sur l'application TrueCoach qui nous permet de mettre en ligne les vidéos facilement, de rendre aussi la personne plus accountable parce qu'on a aussi des petits checking, on va dire, avec des métriques qu'on peut utiliser, la connecter à différents trucs. Et en parallèle de ça, on peut utiliser d'autres outils. Et moi, maintenant, après avoir été voilà, chez King of Weighted et encore d'autres choses, je m'étais intéressé un peu aux plateformes de coaching aussi. Et donc là, j'ai une petite plateforme sur laquelle j'ai des petits modules de formation sur, comme je disais, le mental. J'ai toute une bibliothèque d'exercices sur la plateforme. J'ai des vidéos sur la nutrition aussi, sur enfin, plein de trucs. J'ai quand même sur la responsabilisation aussi. Et et je fais aussi des lives une fois semaine avec mes coachés, quoi. C'est pour garder un aspect un peu communautaire. Et je remets à rediffusion les lives sur la plateforme. Et sur les lives, j'aime bien regarder un peu les programmations de chacun. Et comme ça, en fait, j'éduque un peu tout le monde sur comment comment je programme pour X, pour Y, etc. Et il y en a quelques-uns qui partagent leur victoire sur le canal, etc. Et c'est assez chouette. Donc voilà comment je fonctionne, je dirais. Et ça évolue dans le temps, quoi. L'idée, c'est toujours de faire mieux. Et maintenant, j'ai l'impression que j'essaie de donner le maximum d'outils pour progresser, quoi. Pour que la personne progresse sans donner de trop, quoi. Et du coup, le système de coaching en ligne, est-ce que toi, tu crois que ça va rester ton activité principale sur là, ces prochaines années? Voilà, je donne déjà un peu une piste, une piste de suite pour l'interview. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé, j'ai l'impression qu'on peut parler tellement de choses avec toi. Je voudrais, avant de vraiment parler de la suite, tu vois, genre des projets, des envies, des idées, etc., je voudrais vraiment pouvoir aborder tous les sujets que je voulais aborder sur tout ce qu'il y a déjà en place. Je m'étais noté deux, trois petites questions, si tu me permets de relire un petit peu mes notes, parce que du coup, je note à la volée, et du coup, il y a parfois des trucs que je relis difficilement. Donc ça, j'ai posé. Ça, j'ai posé. Euh, Moi, je voulais te demander un peu, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que toi, tu trouves que tu as de la difficulté à
trouver un équilibre entre ce que tu devrais poster pour que ça buzz et pour avoir de la visibilité, et ce que tu as vraiment envie, toi, de partager, l'Alexandre que tu as envie de montrer. Quand même, ouais, quand même, je pense que c'est c'est toujours la partie plus compliquée, je trouve, les réseaux sociaux et tout. Là, on aborde le coaching, c'est un peu ce qui est facile, je dirais. C'est ce qu'on est très motivé à faire. En général, ça, y a aucun souci. Bah, le problème, c'est que si on fait pas la partie réseaux sociaux, ben, on n'a pas de clients. Donc, c'est important. Et donc, à partir de là, il faut se dire qu'est-ce que je dois faire pour avoir des clients. Bah, essayer de faire un maximum de choses qu'on aime plus ou moins bien faire. Et c'est pas toujours évident sur les réseaux, comme tu dis. Et, euh, et c'est vrai que parfois je fais du contenu que je kiffe faire. Donc par exemple, partager ma semaine d'entraînement. Bah, ça c'est facile. Mais je sais que ça va pas forcément ça aura pas forcément une belle visibilité. Je sais que j'amène de la valeur, mais je sais que les gens ils vont pas écouter ou alors ça va pas trop les intéresser. Parfois ça marche. Donc tant mieux si ça apporte quelqu'un qui est intéressé, pourquoi pas. Et parfois, j'essaie de quand même me casser la tête pour avoir du contenu, on va dire, un peu plus viral ou peut-être plus entertainment ou euh, ouais, qui a un potentiel d'attirer plus de gens, quoi. Euh, donc là, c'est plus aller chercher des vidéos qui ont bien fonctionné ou des vidéos un peu plus éducatives. Et là, parfois, il faut se faire un peu plus violence, je vais dire, en essayant d'être plus précis dans l'écriture de la vidéo, dans le script, dans la façon de tourner, dans le message, un peu dans l'editing, etc. Même si je crois que j'ai toujours été un peu bourrin là-dedans. Dès que j'avais cette idée, ok, je lance le truc, mon script il est écrit, je filme pas trois quatre fois quoi, je filme une fois, puis ok, je fais des retouches au montage et c'est tout, tu vois. Et je pense que ça pose préjudice et je crois que ouais, je me bridais un peu, j'ai pas la patience éventuellement de faire une vidéo hyper bien faite. Euh, et donc je sais que je me bridais parce que je sais que si, enfin, allez, comment dire, ouais, je pense que ça m'aurait pas plu de trop m'investir là-dedans en fait. J'essaie de trouver le bon compromis. Euh, et donc ouais, parfois c'est pas évident. Et parfois on se remet en question aussi. Ok, on a envie de faire un truc un peu mainstream, mais on l'a déjà dit tellement de fois, on l'a déjà retrouvé tellement de fois. Ok, je vais juste leur dire une fois de plus. Et donc, à quoi ça sert ou alors, parfois, on se remet aussi en question, qui suis-je pour partager ça Là, j'ai envoyé une vidéo sur la planche. Il y a plein de mecs qui sont beaucoup plus forts en planche que moi, mais j'ai quand même fait une petite vidéo sur le planche kit que j'ai mis sur les réseaux. Euh, voilà, je suis qui pour partager ça, mais je le fais quand même, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est vrai qu'on se remet souvent en question et c'est un aspect assez difficile. Quand on se met en avant, il y a toujours, on montre un peu son image à tout le monde et donc c'est pas, c'est pas forcément évident. Mais voilà. Toi, Quand tu on sait trouves, que, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. j'allais dire, tu trouves que c'est la partie que t'aimes le moins faire, parce que c'est vrai que jusque maintenant, on parle de coaching et on parle uniquement des coachings qu'on a pris, on parle du système qu'on a en place, mais c'est vrai qu'au final, c'est la dernière, le dernier maillon de la chaîne, tu vois. Dans le taf de coach à distance, maintenant, il y a tellement plus que ça. Toi, dans tout ce que tu fais, c'est ça que t'aimes le moins faire. Je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a des vidéos que j'ai tellement kiffé faire. Mais je crois que c'est plus le fait de m'imposer de faire des vidéos qui me pose problème, je pense. Il y a des fois où il y a un côté très créatif qui arrive et là c'est un peu le float et là tu filmes comme je disais tout à l'heure quand j'ai fait ma première vidéo sur la périodisation c'était tellement waouh c'était incroyable quoi donc j'ai vraiment aimé la faire sur YouTube. euh, Maintenant parfois quand j'essaie de m'imposer plus un rythme sur Instagram ou quoi où on essaie d'être plus régulier c'est là que ça commence à être difficile. euh, et quand on doit se creuser un peu la tête pour avoir des idées et tout, c'est parfois un process. Et après, je pense qu'il y a des tâches encore pires enfin, plus compliquées ou plus embêtantes que la création de contenu. Euh, Peut-être, voilà, les ventes, il y a d'autres choses qui sont encore un peu plus
plus désagréable, je trouve. La prospection, pour moi, c'est peut-être le pire. Euh, et, euh, et après, Est-ce que voilà, c'est des ce qui est... tâches, je te coupe, mais par rapport à ça, est-ce que c'est des tâches que tu avais même pas imaginé qui allaient faire partie de ton taf quand tu t'es dit, moi, je vais faire du coaching en ligne? Ouais, moi, pour moi, c'était faire des vidéos sur YouTube. TM, envoie-moi un mail pour coaching et les gens vont venir. Je me suis rendu compte que ça marchait pas comme. En fait, après, ça marchait quand même un peu. Je pense que j'ai eu un peu de visibilité, donc les gens m'envoyaient un mail. C'est combien? Moi, j'ai envoyé mon prix. Non, 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 Ouais. non. Ah mince, ça marche pas comme ça. Ah oui, je suis pas cher, quoi. Et du coup, les gens, si tu veux, je peux bien te faire une réduction de 50%. Ah non, c'était n'importe quoi au début. Et donc, non, ça marchait pas tellement comme ça. Et donc, bah après, on a vite été formé à la vente et on s'est rendu compte qu'il fallait parfois envoyer des DM, faire des appels, avoir un tunnel de vente et des trucs comme ça. Et, euh, et donc, ouais, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé faire ça, ouais. Genre, ouais, faire un appel de vente, j'aurais jamais imaginé faire ça. Et est-ce que du coup, à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais est-ce que du coup, depuis que tu as commencé un peu ce chemin, est-ce qu'il y a des actions que du coup tu as fait et que tu pensais importantes qui au final ont servi à rien? Ouais, sûrement, hein. Il y a plein de trucs que j'ai dû faire qui ont servi à rien. Euh, Je moi, je te suis... prends un court exemple. Euh, Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé un peu à me former, etc., j'ai des moments où je me rappelle où je suis dans mon canapé à être sur Insta, et à répondre à mes messages, et tu sais, j'ai des prises de conscience et je mets mon tel de côté. Je suis là, putain, mais arrête d'être sur Insta, mets-toi à bosser. Et du coup, je configurais mon site internet, par exemple. Et tu vois, à l'époque, je considérais que répondre à mes DM sur Insta, c'était du free time, entre guillemets, et que c'était pas productif. Et à l'inverse, que je pensais être productif, gérer mon tunnel de vente, le bouton, la taille, la couleur, c'était important. Alors qu'à l'inverse, maintenant, je peux faire des journées ultra productives, pardon, en étant plusieurs heures par jour sur Instagram. C'est pas forcément quelque chose que j'aime, mais en tout cas, à l'ère d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très productif. Est-ce que toi, il y a d'autres choses qui te viennent en tête comme ça? Ah ouais, carrément, hein. Bah, ouais, faire designer son site, moi c'est souvent les templates Excel. Parfois je m'amuse à essayer de trouver des templates parce que même avec l'application j'avais envie de relancer des templates encore maintenant. Euh, et donc parfois je perds de mon temps à m'amuser à faire des petits trucs sur des templates ou alors essayer de recréer une petite formation, recréer un lead magnet, mais tu réfléchis, tu te tracasses là-dessus et puis finalement tu le postes pas. Euh, Qu'est-ce qui peut faire perdre du temps? Je pense que parfois il y a des contenus qu'on fait qui sont pas productifs et on perd du temps par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube qui ont flop ou qui ont pas eu beaucoup de visibilité ou que le sujet était pas intéressant parce que parfois ton message parle pas à des gens enfin ça résout pas vraiment un problème ou alors ton contenu est pas actionnable ou il y a plein de petits trucs dans la création de contenu qu'on a fait plein d'erreurs ou quand tu t'imposes un rythme, mais parfois tu poses du contenu de manière régulière, mais t'as aucun retour en fait. Et donc tu fais ça pendant longtemps. Et moi je pense que j'ai aussi, je me considère un peu comme une poule sans tête dans le business, je trouve. J'ai tendance à faire un peu n'importe quoi, mais je fonce quoi. Et, euh, et je sais que c'est pas. Parfois il faut mieux bien réfléchir et ce qui est très difficile, je crois que c'est de se concentrer sur les tâches, ouais, comme tu dis, ouais, vraiment essentielles, on va dire, qui vont vraiment faire bouger, qui vont vraiment faire venir, qui vont vraiment ramener des gens vers nous, quoi. Mhm. Ouais. Et, et par exemple, ouais. Ouais, c'est vrai que moi, ton analogie là, enfin, elle me parle beaucoup à pouce en tête. C'est vrai que je trouve que c'est très compliqué en fait de s'y retrouver. Moi, quand je me suis dit, vas-y, moi, je vais faire du coaching en ligne, je savais que, même si j'avais très peu d'expérience, je savais que bon coach, j'allais l'être. C'est sûr que j'allais faire des erreurs, etc. Mais je me suis dit, j'ai aucune peur à prendre des gens en coaching, et je sais que ce que je ferai, même s'il y a des erreurs, ce sera bien.
Mais par contre, j'étais perdu, j'étais en mode, mais putain, qu'est-ce que je dois faire en fait pour là démarrer sur Internet et avoir des clients, enfin avoir des prospects, transformer les prospects en clients. Et franchement, ça a été super dur, moi je trouve au début. Bon, on a un parcours un peu différent. Moi, j'ai pris beaucoup de risques financiers du coup parce que du jour au lendemain, j'ai dit vas-y, moi j'arrête la kiné, je me lance dans le coaching. Et pendant longtemps, j'étais chez moi dans mon appart et je me cassais la tête et je me dis mais qu'est-ce que je dois faire pour tu peux tellement aller dans plein de directions possibles, c'est ça qui est horrible en fait. Et c'est pour ça que, enfin, moi en tout cas, si j'ai vraiment un conseil, c'était un peu la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu conseillerais, ou alors qu'est-ce que tu ferais plutôt, si là maintenant, je sais pas, t'as ton binôme qui a aucun réseau sur Insta, pas de vidéo YouTube, rien du tout. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour là maintenant commencer un business de coaching en ligne qui te rapporte des clients et pour que ce soit viable le plus rapidement possible. Ah ouais, c'est quand même difficile parce qu'il y a quand même des trucs qui sont de tout. Parce que je pense que aller prospecter comme ça, si t'as pas de un minimum de d'images, c'est pas évident, je pense. Moi, j'essaierais peut-être quand même faire une vidéo, deux trois vidéos YouTube. Allez, sur YouTube, c'est peut-être compliqué. Peut-être Instagram, c'est peut-être quand même plus simple. Ouais. Je Moi, sais pas, YouTube, peut-être choisir sa plateforme. je pensais que c'était ça en fait. Avant que je me forme, moi, je pensais que la technique, c'était tu ouvres une chaîne YouTube, tu partages du contenu régulièrement, tu construis une communauté et après les gens viennent à toi. Moi, c'était vraiment ça que je pensais, tu vois. Je pensais que les gens allaient venir me DM en mode trop cool tes vidéos, viens, on travaille ensemble. Tu vois. Très naïf. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai que si tu devais choisir un truc, ça serait peut-être plus, ouais, c'est de la prospection et ça peut se faire bah, vraiment plus facilement par Instagram et envoyer des DM aux gens, quoi, et leur proposer directement de l'aide. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple sur YouTube, tu peux facilement donner, apporter beaucoup d'aide, mais il faut savoir trouver vraiment la vidéo qui va avoir un minimum de visibilité et qui peut aider les gens, quoi. Et donc je pense que si t'as un peu ça et qu'à côté de ça, tu arrives à montrer aux gens que tu peux les aider, bah là c'est un peu bingo, mais ouais, faut vraiment pas hésiter à directement aller prospecter aux gens. Et je pense que il y a beaucoup de livres ça peut commencer avec des gens très proches de soi en fait. Ça peut commencer avec, ça dépend un peu la problématique qu'on traite, mais ça peut commencer vraiment assez proche de soi pour pouvoir petit à petit aller plus loin quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même un minimum de contenu quand même. Parce que sinon, les gens, ils savent pas qui on est, quoi. Donc, si t'as un profil blanc sur Instagram, on va dire, et que tu vas commencer à prospecter, c'est un peu louche, quoi. Donc, il faut quand même avoir un minimum qu'on voit ta tête, qu'on voit que t'apportes, que tu peux aider les gens, et ça, c'est important. Et ensuite, bah, leur montrer qu'on fait attention à eux, et, euh, et voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, Et t'as être déjà. compétent. Ouais, je sais, ouais, je pense que c'est la base. Je regarde quand même une dernière fois mes questions parce que j'ai noté quand même pas mal de choses pendant que tu parlais. Je voulais pas te couper. Non, mais je pense que j'ai abordé un peu tout ce que je voulais aborder. En tout cas, bon, il reste un beau morceau qui est, bon, après pour moi, peut-être pas pour les auditeurs, mais pour moi qui est le plus intéressant, c'est ok. Maintenant, là, on est en 2023, fin 2023, bientôt en 2024. Genre toi, c'est quoi tes envies, c'est quoi tes projets, si t'en as, comment est-ce que tu vois le futur? Parce que bon, si tu regardes rétrospectivement, t'as quand même bien évolué en termes de pratique, en termes de coaching. C'est quoi, toi, pour toi, la suite logique et la suite idéale, plutôt? Pas la suite logique, la suite idéale. Tu vois Alexandre 012 Workout devenir qui, faire quoi? Explique-nous un peu. Yes, parce qu'on a déjà une petite idée de ça, hein. Euh, bah moi, j'ai toujours, contrairement à toi, j'ai toujours eu un petit pied dans
dans l'enseignement, donc j'avais une petite, en tant que prof de PS, j'avais une petite sécurité. Et ici, mon objectif, c'est pour l'an prochain, si mon activité de coaching évolue comme je veux, ce qui, je pense, va être le cas, ça serait de ne plus, plus du tout avoir cette double casquette et d'être que dans le coaching. Garder vraiment une majorité de mon coaching dans l'accompagnement individualisé parce que je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. Éventuellement proposer un contenu peut-être automatique, ça c'est encore une idée, mais je pense que c'est un projet que je peux lancer pour avoir quand même pouvoir aider un maximum de gens euh, euh, de manière sans forcément que ça me demande du temps. Et voilà, donc je trouve ça plus intéressant. Enfin, je trouvais que ça pourrait être cool aussi d'avoir cette double casquette là. Et en plus de ça, c'est éventuellement, moi je suis vraiment plein de projets en tête aussi, comme Martin, je pense. Et on aimerait bien éventuellement faire du contenu un peu en présentiel, éventuellement des workshops, faire évoluer un petit peu, peut-être pas la discipline, mais l'approche un peu qu'on a, la transmettre peut-être de manière un peu différente que à distance. Et sinon, moi, j'ai pas trop d'aspiration, quoi. Ça sera assez simple. Et j'aimerais bien aussi créer ou faire un écosystème, rejoindre, créer, voilà, faire partie un peu d'une équipe parce qu'on est fort solo dans ce business-là. Et voilà, si on regarde un peu ce qui se fait dans le milieu anglophone, il y a quand même des grosses structures de coaching, on va dire. Et j'aimerais bien créer ou faire partie d'une structure comme celle-là. Et donc, ça sera un peu mes projets par la suite. Ok, bon, bah, c'est intéressant. Bah, en soi, déjà, je pense que c'est pas un secret. Déjà, maintenant, on commence à travailler un petit peu ensemble. En soi, on a quand même toujours de loin bossé ensemble sur des contenus gratuits, sur voilà, des conseils, des partages, etc. Là, maintenant, ça fait un petit moment que parfois on s'envoie des clients, parfois on s'échange des clients parce que du coup, on utilise la même plateforme. Moi, je me suis déjà fait coacher un petit peu par toi, du coup, j'ai pu voir un peu tes méthodologies, donc en termes juste de logistique, et c'est vrai que c'est assez similaire la manière dont on bosse, donc c'est assez pratique parce que bah, du coup là par exemple début d'année on va pouvoir échanger des clients et on sait que bah, du côté des clients ils vont pas être complètement perdus parce qu'ils changent de coach quoi. C'est simplement le switch de coach. Et ce que je trouve intéressant et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu as dit. Au final, travailler en équipe, c'est vrai qu'on est beaucoup seul. Et ce qui est cool, ça je pense que je te l'apprends pas, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Ce qui est cool, je trouve, avec nous deux, c'est qu'au final, on a on a des forces qui se complètent bien. Toi, tu vois, tu nous parlais de tes coachings. Tu as quand même pris du coaching, voilà, plus en calisthénie, plus en street lifting. Même dans ta pratique perso, c'est plus axé là-dessus, plus axé sur les skills en calisthénie. Moi, j'avais une base de calisthénie, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai un peu pris une sortie d'autoroute entre temps. J'ai été un peu divagué dans le hand balancing, dans la mobilité, dans la souplesse. Et c'est ça que je trouve cool. Et moi aussi, c'est un de mes projets, c'est de pouvoir travailler en équipe avec plein d'experts, entre guillemets, ou pas vraiment des experts, mais plein de personnes qui se complètent bien. Et moi, vraiment, un de mes objectifs, ce serait de pouvoir je veux pas construire une usine à clients, tu vois, je veux pas faire un truc argent, juste on encaisse, on a plein de clients et on s'en fout. Moi, je veux vraiment faire un truc qualitatif de coaching et je veux surtout pas être limité en termes de clients. C'est-à-dire que s'il y a de la demande, moi, je veux qu'on puisse prendre les personnes et ce qui serait vraiment à terme, je trouve le plus kiffant, c'est de pouvoir faire le point avec la personne et être en mode bon bah écoute, toi, tu matches super bien avec Alexandre parce que tes objectifs sont street lifting, calisthénie principalement. Donc, on te redirige vers le coach de l'équipe qui te correspond le mieux, quoi. Et comme ça, les élèves sont bien dispatchés. Et puis aussi, en team, en équipe de coach, on peut, euh, on peut s'apprendre des choses, on peut partager nos connaissances.
Et voilà, bon, je t'ai un peu partagé mon point de vue à moi, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir bosser en équipe. Ce serait vraiment cool, ouais. Carrément. On va voir comment ça va évoluer. Et c'est vrai que ouais, je pense que finalement enfin, ce vers quoi ça doit évoluer, je trouve que enfin l'intérêt de rejoindre un peu ça, c'est pas de faire du cash, c'est de se concentrer davantage sur la partie coaching et euh, et c'est simplement pouvoir en vivre confortablement, quoi. C'est pas vraiment de générer du cash, mais pouvoir vivre du coaching et pas pouvoir vivre de la prospection et d'autres aspects, on va dire, qu'on a discuté ici, qui sont importants, mais voilà, qui peuvent être peut-être un peu plus faibles, mais qui sont peut-être les prioritaires, surtout quand on se lance dans le coaching. Je pense qu'une fois qu'on commence à avoir un pied dedans, une fois qu'on a bien charbonné, on peut quand même relâcher un peu là-dessus. Et, euh, et voilà quoi. C'est ça là. C'était super intéressant en plus parce que du coup là récemment, moi j'ai été passer un peu de temps avec les Barbenders à Malines qui sont une organisation de calisthénie en Belgique, une association d'organisation. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai un peu vu une facette différente dans le sens où bah, j'ai rencontré des mecs qui, comme nous, sont hyper investis dans la discipline. Sauf que nous, bah, toi, t'es le mec avec qui j'échange le plus euh, en tant que coach. Et c'est vrai que nous, on est très axé sur l'aspect coaching, éducatif. Tandis que eux, j'ai vraiment senti cette dynamique de nous, on veut faire grandir le sport, on veut le rendre plus officiel. Tu vois, ils vont travailler pour avoir des fédérations, etc. Chose que nous, on fait pas du tout. Donc c'est cool aussi d'avoir pu rencontrer des gens qui font grandir la discipline, mais d'une manière différente. Et quand je dis travailler en équipe, je pense que, enfin moi, je vois aussi un peu cet aspect-là, l'aspect rendre le sport plus officiel. En tout cas, moi, je resterai plus sur l'aspect coaching, mais je trouve ça intéressant en tout cas d'avoir pu partager des moments avec des gens voilà, qui sont plus axés sur autre chose, quoi. Ouais, je te rejoins assez bien. Inversement, moi j'ai beaucoup de potes qui sont dans le street lifting parce que j'ai un pied là-dedans. Je vais prendre l'exemple de Marco, de Lift Trainer, qui est en train de faire grandir vraiment le street lifting en France. Donc il s'est associé à la FNSL, il a proposé la FNSL Grand Ouest. Voilà, il a vraiment fait entreprise spécialisée là-dedans. Et il a vraiment aussi cette ambition-là de faire grandir le sport, quoi, que ce soit vraiment plus réglementé, etc. En Belgique aussi, quand je m'étais un peu associé pour faire la première compétition ici à Bruxelles de street lifting, bah, on avait aussi cette ambition-là. C'est juste qu'après, bah, il y avait cette casquette un peu hybride et calisthénie. Donc là, finalement, je pense que ça va être difficile d'avoir une fédération là-dedans. Et pour toi aussi, quand on a un peu plus ces casquettes-là et puis qu'on est un peu plus porté sur le coaching et sur l'accompagnement individuel. Donc on doit faire un peu des choix. Et, euh, et donc ouais, là, on est plus porté, on va dire, sur nous que sur une croissance générale, je pense. Mais bon, c'est pas Hmm. parfois plus intéressant parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce genre de service. Bon, avant de clôturer, moi j'aurais quand même voulu parler un peu de ce que tu sais faire, de ce que tu voudrais maîtriser aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé voilà, de tes skills, de tes objectifs. Je pense que ça pourrait être un bon, un bon mot de la fin ou un dernier chapitre avant de clôturer. Raconte-nous ce que tu veux raconter, mais je pense que ça pourrait être cool voilà, que tu partages un peu je sais pas, les performances que tu as actuellement et peut-être tes objectifs principaux sur l'année à venir, par exemple. Ça marche. Mes performances actuelles sont toujours les mêmes qu'il y a quand même pas mal de temps, l'air de rien. Même s'il y a toujours des petits progrès et tout, mais j'ai, parfois ça me frustre d'en parler et parfois de regarder objectivement mes perfs, etc. Parce que, euh, voilà, enfin, là, je me fais coacher et tout à chaque fois et je mets plein de choses en place pour progresser, mais parfois on se rend compte que les progrès sont pas très importants, mais ils sont quand même là et c'est pour ça que je continue. Et je sais qu'il y a
toujours des trucs à tenter pour faire mieux. Mais si je devais dire mes Puis après, performances ça fait actuelles, combien d'années que tu t'entraînes aussi? Parce que c'est ça ouais, aussi. c'est ça. Cette info partagée à quelqu'un qui s'y connaît peut-être moins, sans que ce soit péjoratif, mais euh, c'est vrai je pense que les gens se rendent pas compte quand ça fait, toi, ça fait quoi? Ça fait 12 ans, 13 ans que tu t'entraînes? Ouais, c'est ça. La marge de progression est plus faible avec l'avancée, hein. Bah bon, après, il faut pas se trouver d'excuses et je sais qu'il y a encore plein de progrès à faire, même quand on est avancé. Et c'est pour ça que je suis encore au jour d'aujourd'hui en train de tenter des trucs, en train de me faire coacher, en train de d'être toujours aussi investi dans mes entraînements. Et, euh, et voilà, c'est parce que parfois, c'est quand on se dit qu'est-ce que tu fais actuellement et c'est quoi tes objectifs, c'est que j'ai du mal à me dire, ok, dans X temps, je vais réussir à faire X perf ou X kilos, mais je sais que je vais continuer à améliorer ça, quoi. Donc là, si je devais résumer mon niveau, c'est moi, je peux travailler vraiment sur on va dire 5 objectifs de manière plus prédominante, ce qui serait le la strade de planche. Donc mon objectif, ce serait vraiment de la rendre très solide parce que pour l'instant, elle est pas toujours là, elle est parfois il y a encore quelques défauts dessus. Donc j'aimerais bien vraiment la rendre solide et envisager éventuellement une fois que la strade est solide, la full, ça c'est vraiment c'est long terme, mais je la garde en tête quand même. Le front lever, j'ai envie de le rendre aussi solide. Et long terme, je me dirigerais bien vers le front pull-up. C'est quand même un truc qui me fait un peu kiffer. Même chose pour la planche. Je pense dans le process, peut-être avant même de maîtriser la full, je kifferais bien maîtriser une belle planche push-up, une strade de planche push-up. Euh, ensuite, le handstand, je travaille plus pour la planche, mais c'est vraiment dans mes objectifs. Il y aurait plus la traction lestée. Ça fait des années que je suis coincé à 60 kilos. Je sais que par période, j'arrive à faire des petites activations. Je suis déjà monté à 62,5, à 65. 65 n'était pas vraiment rep, mais elle était plus ou moins là. Je sais qu'il y a des périodes où ça décolle bien et par contre, il y a des périodes où je suis vraiment même pas à 60, donc c'est très frustrant. Euh, en fait parce qu'il y a toujours des périodes où je focus un peu plus les skills, on va dire, et donc c'est toujours difficile d'évaluer son niveau de manière objective. Euh, Par contre, en dips, c'est vrai que l'an passé, j'ai quand même bien progressé. Et donc là, je suis monté à 62,5 avec quand même un petit RPE. Mais j'aimerais peut-être bien viser un petit 110. Et en fait, j'aimerais bien en dips, c'est pouvoir m'entraîner avec 100 kilos à l'entraînement. En fait, ce serait plus un objectif de process, quoi. C'est pouvoir s'entraîner à 100 kilos à l'entraînement. Euh, Tout en pratiquant toujours les skills en même temps. C'est ça le challenge. Et en squat, bah, j'ai fait 160 et j'aimerais bien aussi pouvoir les toucher plus souvent, quoi. Sans forcément aller chercher plus haut, mais être vraiment à l'aise sur du 150, du 160, pouvoir être plus à l'aise là-dessus, quoi. Euh, et voilà. Sinon, c'est tout. Et Je ouais. pense que ça peut quand même être enfin, je sais pas comment est-ce que toi tu le vois, mais en soi, moi j'ai l'impression que progresser en même temps sur à la fois les skills et à la fois le street lifting, j'ai l'impression que c'est pas du tout impossible parce que tu le fais, mais c'est encore une fois se rajouter de la charge supplémentaire et du coup, bah, la progression, elle est déjà que ça fait X années que tu t'entraînes déjà avec deux grosses sphères qui sont compatibles, mais qui demandent quand même beaucoup d'investissement parce que souvent on va voir des belles planches, on va voir des bons fronts, etc. Mais est-ce que ces gens-là, par exemple, ont voilà, 160 en squat? Tu vois, je trouve que tu en as au final très peu, surtout maintenant avec les réseaux où l'objectif, enfin, c'est pas vraiment l'objectif, mais tu as quand même beaucoup de personnes qui, voilà, c'est publier des trucs incroyables, etc. Je pense qu'on se rend pas compte je pense que la majorité des super bons athlètes en street workout sont quand même très déséquilibrés dans la pratique parce que si tu veux bah, performer dans quelque chose, tu es obligé de faire des sacrifices. Et toi, je t'ai toujours perçu en tant que vraiment mec complet, genre oui, la planche c'est important pour toi, mais t'as quand même ton leg day 2 fois par semaine avec tes énormes cuisses. Et du coup, c'est pas quelque chose qui aide dans le process de skill en calisthénie, quoi. Carrément, ouais. Il faut accepter que
la progression est plus lente. Et c'est pour ça que parfois, ouais, objectivement, tu remarques qu'il n'y a pas vraiment de progrès sur un mouvement pendant un an, mais parce que tu essaies d'avancer un peu sur tous les paliers. Après, j'ai remarqué aussi, c'est pour ça que j'aime bien toujours entraîner en rire et que j'ai envie de faire progresser tout le reste à la fois, c'est que parfois je me suis spécialisé un peu plus vers quelque chose et et que j'ai senti que ça n'a pas vraiment progressé plus euh, que peut-être ce à quoi je m'attendais. Donc, par exemple, si je me spécialise vraiment en street lifting, il y a un moment où j'ai fait 4-5 mois off et c'était un peu trop court éventuellement comme période, mais j'ai remarqué que ça va pas vraiment plus progressé en skill. À l'inverse, en skill, si je fais vraiment que ça et que que je progresse pas trop en street lifting, j'ai l'impression que ça m'aide pas. Tandis qu'il y a des périodes où tout monte en fait, et de manière assez drastique. Je crois que c'est un peu indépendant de ça, mais il y a des périodes peut-être de forme, on va dire, même indépendant de la programmation peut-être, où tu sens que allez, ton dips il fait plus 5, plus 10, ta planche elle a décollé parce que t'as ton dips qui est devenu, t'es juste un surhomme en fait, et même tes jambes il y a pas de problème, mais mais c'est ça aussi que voilà, ça c'est peut-être des observations et je pense que ça a aucun sens parce que la spécialisation on sait que c'est quand même beaucoup plus efficace, et je pense que par exemple si je me spécialisais pendant 2 ans en streetlifting, clairement je pense que les chiffres seraient beaucoup plus parlants. euh, mais c'est ça aussi qui me fait kiffer, c'est que je me dis que j'ai encore des leviers aussi après toutes ces années. Il y a peut-être un moment où je vais me dire, ok, fuck les jambes, je les mets de côté et j'essaie d'aller chercher un petit peu plus de progrès. Ou à l'inverse, fuck les skills et je vais essayer de taper un peu plus de perf. Donc ça, c'est des leviers que j'aurai aussi à un moment et que c'est des cartes en main. Mais je sais que en termes de kiff de la pratique, pour l'instant, je suis vraiment pas dans ce mood-là et c'est aussi le kiff avant tout, je pense. Et donc voilà. Non, mais c'est bien, je pense que ça fait un bon mot de la fin. Je sais pas si ça fait déjà un moment qu'on parle là, j'ai l'heure sous les yeux, 1h47. Je sais pas s'il y a certaines choses ou certains sujets que tu aurais voulu encore partager avant qu'on se quitte. Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. On a été très deep. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on parle autant de mon parcours et de tout, mais Ah bah, voilà, c'est mon invité, hein, c'est l'objectif. c'est facile de parler de soi, donc je pense que et puis on a parlé aussi de beaucoup de trucs en commun et de sujets trop intéressants, donc c'est clair quoi. Mm. C'est vrai qu'au final toutes ces années-là, bon, on a toujours un peu partagé un peu ce qu'on faisait, que ce soit en termes d'entraînement, de projet, de business, euh, de pratique, d'objectifs et encore aujourd'hui, bon, on l'a fait à travers ce podcast et, euh, et ça résume bien un peu nos années d'expérience. Mm. Non, Enfin, ouais, ça plus de fait. mon côté, hein. Mais de ton côté, euh, il faudrait que je te réinterviewe aussi, mais on connaît aussi ce parcours-là. Non, franchement, moi, ça me fait trop plaisir de voir que mec, enfin, moi, je me rappelle vraiment de ces entraînements à la salle de gym et je me dis, putain, ça va faire 10 ans, quoi. Et 10 ans plus tard, on est là. Moi, je me rappelle, j'avais bien visionné le truc. Je savais que, moi, je me rappelle encore te dire, j'étais en mode, t'inquiète. Je te disais, c'est impossible qu'on travaillera pas là-dedans. Je dis, regarde tout ce qu'on fait. Regarde comme on est déter. Je dis, moi, je me rappelle, je te disais, je sais pas comment encore, mais c'est sûr, on va faire un truc là-dedans. Donc moi, franchement, je suis super content, super fier, du coup, de voir que, voilà, tous les deux, maintenant, on est là, ça devient de plus en plus concret. Et puis, voilà, je pense que on l'a pas caché dans ce podcast, on a des projets communs, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, donc c'est cool. Mais en tout cas, merci d'avoir été là, Alex. Je pense que du coup, ceux qui te connaissaient un peu moins bien sur ma chaîne maintenant te connaissent un peu plus. Donc évidemment que je mettrai tes liens Instagram, YouTube dans la description pour ceux qui veulent aller avoir un peu plus d'informations sur toi. Et je pense qu'on peut se laisser là-dessus, hein. Il est tard en plus. Moi, Ah, je vais de pas ouf. tarder à aller dormir. Moi aussi, je m'endormais un peu là. On se laisse là-dessus, je pense qu'on est bon. Merci hein, beaucoup pour l'invitation et Yes. ça fait plaisir. Merci à vous de nous écouter aussi.
Avec plaisir, gros. Bon, allez, tchuss. Ciao, ciao.